c'est à nous donc là, ça veut dire que c'est parti. Merci Bruno Guillon, merci beaucoup depuis ce matin. C'est Radio Resto, c'est la saison 4 et j'étais là, mais comme vous peut-être en ce moment à l'écoute ou même sur la chaîne YouTube où vous pouvez nous regarder. J'étais à l'écoute depuis ce matin, moi depuis 6h, mais comme j'ai des enfants forcément, ça a sonné de bonne heure. C'est bien, il te laisse écouter la radio, tiens, t'as de la chance. C'est déjà bien. Bonjour Isabelle Giamy. Oh, bonjour Vincent Cerruti. Comment ça va? Ça va. Ça fait bizarre de vous voir ici à cette heure-ci. Ben oui, c'est clair, avec Isabelle, tous les matins, on vous réveille sur M Radio et là, nous sommes là ensemble jusqu'à 16h en ce début d'après-midi. Un début d'après-midi placé sous le signe du cinéma. L'émission s'appelle Secret de tournage et c'est vrai que ça fait du bien de venir faire de la radio à un autre horaire. Surtout, ça fait du bien de ne pas se lever à 4h30 et de se voir sans cerne. T'as pas de cerne, Vincent, ce matin. Non, mais toi non plus, mais tu en as jamais, Isa. C'est un plateau d'invités formidables et tous plus passionnés les uns que les autres qui nous accompagnent jusqu'à 16h. Nous allons vous les présenter, nos experts du 7e art. Mais avant cela, le principe, Isabelle, de Secret de tournage. C'est quoi ça? C'est une battle. Ah bon? Tout simplement. D'accord. C'est une battle de coups de cœur sur des films de légende, des souvenirs de tournage, des anecdotes sur les coulisses d'interviews, des rencontres inoubliables, des déceptions aussi peut-être, on ne sait pas. Ouais. Voilà, ils nous parlent aussi aujourd'hui de leurs films cultes et auront le courage de révéler ce qu'ils considèrent avoir été les pires des navets. Ah oui, ouais. Alors, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Eh bien, ça va balancer. Ça va balancer. Ils ont déjà 3 points communs. Ils aiment le cinéma, ils font de la radio, ils aiment la radio et surtout, eh bien, ils sont généreux, tous bénévoles et présents aujourd'hui pour la bonne cause. Eva Bétan, journaliste et critique de France Inter. On lui doit, entre autres, chère Eva, le masque et la plume. Elle est aussi responsable du prix du livre Inter. Bonjour Eva. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait super plaisir et Isa est fan de vous. J'adore votre voix depuis que je suis toute petite d'ailleurs. Votre voix sur France Inter, je pense même que c'est une des voix qui m'a donné envie de faire de la radio. Ah oui, carrément. Donc là, c'est un moment très fort pour moi. C'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à quelqu'un, ça. Ça c'est clair. Franchement. Et puis on a aussi avec nous Ségolène Aluni. Qui nous vient de la Maison Ronde, mais de France Bleu, où elle y est experte cinéma et créatrice de l'émission Terre de tournage, diffusée tous les week-ends dès 17h. Bonjour Ségolène. Bonjour, et oui, et après vous, je file justement en studio parce que c'est en direct à partir de 17h c'est à Radio trop France. gentil. Et Ségolène qui a aussi une très très belle voix, tout comme Vincent Perrault qui est avec nous. Salut Vincent, salut à tous. Bonjour Vincent, que j'avais eu le bonheur de remplacer quelques étés sur Stop ou encore. Il m'avait laissé les commandes, j'étais super content, franchement. Quelle émission emblématique, Vincent, c'est vraiment fabuleuse. Et puis tu es surtout auteur aussi, et aussi surtout, je vais y arriver, de plusieurs ouvrages sur le cinéma, les acteurs, les BO de films. Tous les moyens sont bons pour parler de cinéma et pour partager sa passion, que ce soit à travers des documentaires, à travers des livres, à travers ce qu'on peut donner aux auditeurs, aux téléspectateurs. Tous les moyens sont bons pour parler de Cinoche. Exactement, et tu le fais notamment dans Pop Ciné, ton émission dominicale sur la même antenne RTL en l'occurrence. Exactement. Sans oublier les petits matins. Tu t'es levé à quelle heure ce matin? Là, 2h moins le quart ce matin, en pleine forme, l'antenne jusqu'à 6h. J'ai dormi 7 minutes pour être là à l'heure. C'est bon. Et il regarde au moins 3 films par jour. Oui, en plus. C'est c'est ça. Thierry Jousse viendra nous rejoindre un peu plus tard, là, dans d'ici quelques minutes, puisqu'il quitte l'antenne où il est actuellement sur France Musique, comme tous les samedis à 13h. Il est 14h08, donc il ne devrait pas tarder. Il sera là. Est-ce que vous connaissez tous, là, déjà tous les 3? Vous étiez rencontrés? Pas vraiment. Je pense qu'on connaît nos voix respectives. Ouais. Moi, je connais la voix d'Eva. Je suis un enfant. Je suis vraiment un enfant du masque et la plume, moi. Depuis Jean-Louis Bory, François-Régis Bastide et tout ça. Mais voilà, maintenant, mais le cinéma, c'est un tous. Exactement. Alors, j'ai eu un petit problème de son, les garçons, mais tout va bien. Mais je remercie d'ailleurs Benjamin et Henri qui sont en régie avec nous. Je ne t'ai pas présenté, c'est Lucas, ton prénom. Est-ce que vous pouvez allumer le micro de Lucas, les gars, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Lucas, tu vas être le monsieur chiffre, le monsieur loyal de l'émission, c'est ça? On t'entend pas, Lucas. Alors, est-ce qu'on peut allumer? Alors, on n'entend plus Eva non plus.
On va y arriver. Et là, il y a tous les élèves. Sur ton micro. C'est ça. Et là, on voit les sueurs froides des élèves de l'école. Là, qui disent, c'est la panique. C'est la panique. Non, mais ça y est, c'est revenu. Alors des charges. Rappelons que nous sommes ici aussi au studio École de France qui forme les réalisatrices, les réalisateurs, les journalistes, les animateurs. Donc c'est pas grave, les garçons, tout va bien. Tout va bien. Lucas, donc raconte-nous, on est à combien là au niveau des compteurs? Alors déjà, on est à 4 camions, donc ça c'est trop bien en même pas une journée. Et surtout, on a 165 200 euros de dons. Et ça c'est énorme. Redis le chiffre pour moi. 165 225. C'est beaucoup. Wow. C'est et beaucoup. si vous voulez continuer à faire des dons, c'est radio.restoducoeur.org. Resto avec un S. Parfait. Et puis comme on essaie d'être poli au maximum, le journaliste qui est en face de toi, qui a fait les infos, ton prénom c'est? C'est Ilan Benatar. Eh bien, Ilan, merci pour le flash. Tu reviens tout à l'heure à 15h, c'est ça? C'est ça, 15h et 16h. 15h et 16h. Ok. Alors on est tous là parce qu'on a envie de s'engager dans la cause des Restos du Cœur. Ouais, exact. On a envie d'y participer le mieux qu'on peut. C'est vrai. Et comme première question, j'ai envie de vous poser à tous les trois cette question sur votre film le plus engagé pour vous. Quel est le film pour vous qui a pu changer le monde? Waouh. Ah, on commence par Directement, puis on n'a pas eu les questions avant. Non, tout de suite. Moi non plus d'ailleurs. Je peux dire un truc? Bien sûr. Moi, dans ce domaine, alors c'est peut-être pas le film le plus engagé du monde, mais celui qui m'a fait prendre conscience de quelque chose, et je l'ai vu pas très longtemps après sa sortie, c'était Délivrance de John Borman avec Burt Reynolds et John Voight, parce que c'était des copains qui allaient faire une virée en canoë-kayak pour la dernière fois sur des rapides aux États-Unis avant qu'un barrage ne soit cassé et que la vallée soit entièrement envahie par les eaux et l'homme allait construire autre chose, etc. Et il fallait profiter de cette pépite qu'était cette rivière. Le film tourne au drame après vers autre chose. Mais je m'étais dit, voilà, des mecs qui se rejoignent et qui vont pagayer comme ça pour profiter des bienfaits de la nature avant que l'homme commence à mettre du sien et à tout casser. Ça a été mon ma petite révélation cinématographico-écolo, quoi. Je le note parce que je l'ai pas vu, moi, celui-ci. Ah, il faut. Moi, je pense que la conscience, on l'a pas forcément au moment où on voit le film. Quand des enfants voient des films de Charlie Chaplin, ils voient quelque chose qui arrive à eux et ils ne se rendent pas compte tout de suite que ça parle aussi de la pauvreté, de la très grande pauvreté, de la solidarité qu'il peut y avoir quand vous voyez les lumières de la ville, quand vous voyez le Kid de Chaplin. Donc ça touche, en fait c'est très jeune que les films apportent des consciences des choses, mais pas seulement, je dirais, de la conscience sociale évidente, c'est de la conscience de la complexité des gens, c'est de la conscience d'un tas de choses. Et moi je me suis toujours demandé, quand on a la chance comme nous d'avoir passé une vie à voir des films et à lire des livres, on devrait être des gens formidables. Mais pourquoi une minute après on peut être mesquin? Donc la vraie question c'est est-ce que vraiment ça peut arriver à nous changer? J'espère que ce qu'on a vu, que ce que ça nous a donné peut au moins nous rendre un peu moins nuls. Voilà, je ne demande pas plus. Merci Eva. Merci Eva Bétan. Et pour toi, Ségolène? Mais après, il y a aussi des films qui sont directement engagés et qui parlent de cause, justement. Alors là, moi, je vais pas parler d'un film qui m'a marqué quand j'étais jeune, mais un film sorti récemment qui parle de la cause des agriculteurs, notamment, qui donne la parole aux invisibles. C'est un film France Bleu, d'ailleurs, mais je fais pas exprès. Mais non, mais c'est bien, il n'y a pas de souci. C'était un film qui s'appelle Au nom de la terre, avec Guillaume Canet, qui avait d'ailleurs vachement marché et qui montrait la difficulté des agriculteurs à s'en sortir aujourd'hui. C'était vraiment une spirale infernale et c'est adapté d'un fait réel et il y a beaucoup de cinéma dans ce film et je trouve ça génial en fait qu'il y ait des films qui sortent là-dessus, qui nous permettent de prendre conscience aussi de causes en étant ancrés dans le réel tout en proposant un objet de fiction. Donc moi c'est vrai que celui-là il m'a beaucoup marqué. Mais il faut que le film soit bon. Sinon, oui bien sûr, mais la meilleure cause du monde c'est foutu, ça marchera pas. Donc, cette injustice fondamentale c'est qu'il faut qu'il y ait le talent. C'est vrai. Le talent, c'est fondamental. C'est la base. 01 46 20 31 31. Nous n'avons pas encore donné le numéro de téléphone, mais je salue l'équipe qui est juste à côté, à ma droite, au standard. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, si vous avez une anecdote à nous raconter, des questions à poser à Eva, à Ségolène, à Vincent, sur l'univers du cinéma, sur les traits de caractère de certains acteurs ou voilà, des indiscrétions. N'hésitez pas, 01 46 20 31
31 31 pour nous joindre. C'est la 4e saison de Radio Resto qui a donc démarré hier pour ces 48 heures de radio. 70 animateurs vont se relayer à ce même micro jusqu'à demain dimanche soir. Un camion, c'est 40 000 euros, on le disait, et ces camions servent à alimenter des points de distribution pour aller jusqu'aux bénéficiaires, évidemment. Alors, il faut faire vite, il faut aller très très vite. Le président des Restos du Cœur l'a dit au journal de 20h. Notamment, il s'est exprimé, si d'ici 3 ans, les dons ne sont pas plus importants, malheureusement, eh bien les Restos du Cœur devront fermer. C'est vous dire la gravité de la situation. Je veux pas plomber l'ambiance, mais 40% des bénéficiaires sont des mineurs. Il est important de le rappeler aussi. Et pourquoi faire un don si vous en avez la possibilité? Eh bien, c'est notamment pour justement acheter des denrées alimentaires, puisque alors j'ai pas le chiffre en tête, mais je crois que c'est 1/3 des denrées alimentaires qui sont distribuées, qui sont achetées. On vérifiera tout à l'heure. Un petit don plus un petit don, c'est un camion. Si vous dépensez ou si vous investissez, on va plutôt parler d'investissement, 100 euros. En réalité, ça ne vous coûtera que 25 euros, puisqu'il y a 66% de déduction. Merci. Lucas, j'ai pas dit de bêtises. Non, tout est bon. Tout est bon. Tout est ok. Tu me corriges. Comment on fait là, si par exemple on veut faire un don? Si on veut faire un don, on va sur radio.restoducoeur.org, resto avec un S, et puis en haut à droite, il y aura une petite boule rose fluo. Et dessus, il y a marqué faire un don. On clique dessus, après on rentre ses informations bancaires. Évidemment, c'est sécurisé. Ok. Et puis on peut faire son don. Bon, parfait. Et si on commençait avec un premier dialogue de film avec Isabelle, on va vous. C'est vous qui allez l'interpréter? Oui. Alors on n'a pas comédien. Ça promet. Ah ouais, je te jure. C'est quelque chose, tu vas voir. On a osé. Et à vous de nous donner le titre du film et évidemment, pourquoi pas, si vous en avez la possibilité, son palmarès. On fait quoi, on buzz? Alors vous donnez comment on fait vous donnez votre prénom. Vous donnez votre prénom. Vous dites. Tu as peur qu'on reconnaisse pas nos voix, c'est non, ça? c'est pas ça, mais ça va être plus simple. Ségolène, Eva ou Vincent, vous donnez votre prénom et ensuite vous donnez la bonne réponse. Tu veux commencer par quoi, Isa? Allez, je commence un dialogue et tu vas le trouver, je pense. D'accord. Et toi, tu penses quoi de la peine de mort? Bon, des fois je suis contre, mais des fois je suis pas pour. Ça vous Qu'est-ce qu'il y a? C'est un échec. C'est quoi ce silence? J'ai mal joué, Je crois qu'on a trop mal joué. Il n'y a pas les répliques d'après et d'avant, ça nous aiderait un peu. On les a pas. Non, on Sinon, les a pas. imiter les acteurs. Ah oui. Alors, parfois je pourrais, mais pas pour celui-là. là, non. oui. Et- C'est difficile d'imiter Josiane Balasco. Ah oui. Nuit d'ivresse. Ah non, ce n'est pas de Nuit d'ivresse. Ça aurait pu, cela dit. Allez, on va vous donner un petit indice. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Gérard Barbier dans ce film. Un film de Claude Berry. Son personnage s'appelait Gérard Barbier. Ouais. Claude Berry. Il est dans cette pièce. Balasco. Il est là, il est avec nous. Il est avec nous. On peut il est enchaîner juste derrière là, vous. parce que pour les gens qui écoutent, c'est dur. Ah oui, c'est pas dur, faux. là. C'est C'est surtout que de passer pour un nul dès le début, Ah pour ouais. nous c'est dur aussi. Mais il est derrière Ségolène, c'est Coluche en l'occurrence, et la réponse c'était le maître d'école, Isabelle. De Claude Berry en 81. Et toi, tu penses quoi de la peine de mort? Mais oui, évidemment. Des fois je suis pour, et puis des fois je suis pas pour. Vous l'avez rencontré, Coluche, vous l'avez interviewé déjà? Non, c'est un grand regret. J'aurais beaucoup aimé, ça s'est pas trouvé parce que ça devait être un type formidable avec lequel on pouvait discuter certainement énormément, mais non, malheureusement. Eva, même chose, non? Très bon acteur. J'ai d'abord été à Radio 7 et dans les années Radio 7, je crois qu'on avait reçu Coluche. C'est vrai? Wow. Ouais. Et Ségolène, l'occasion s'est présentée? Non, jamais, malheureusement. Mais je trouvais que c'était un très bon acteur. Les films dans lesquels j'ai vu, il se débrouillait vraiment très très bien. On a, non mais c'est clair, c'est Mais vrai. ce qu'il faut avec Coluche, c'est qu'aujourd'hui, des acteurs disent j'aimerais faire mon Ciao Pantin. Ah ouais. Oui, c'est vrai, c'est devenu une expression. C'est vraiment devenu une expression, une référence pour un rôle puissant, un rôle fort dont on sera fier toute sa vie. Et je trouve ça très beau. C'est vrai que c'est beau. Bon, alors, on a des citations de films que vous allez reconnaître. On partira en 59, en 85, en 94. On va visiter toutes les années. On marque une petite pause. Il est 14h19. Si vous venez de nous rejoindre sur Radio Resto. J'ai pas les intros. Je les fais à l'œil. J'ai fait comment? À l'oreille? 3, 2, 1, c'est Radio Resto. Ok. Non.
Bienvenue sur Radio Resto, nous sommes en direct, il est 14h22. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes là depuis 14h jusqu'à 16h. Pour Isabelle, cette émission 100% cinéma. C'est le rêve de vous avoir avec nous. On a Eva Bétan avec nous, on a Vincent Perrault, et puis... Bonjour. Bonjour. Et Ségolène Halimi. Jusqu'à présent, on n'est pas les premiers de la classe pour les répondre, mais on espère que ce sera Non, pour le maître d'école, là, c'était pas grave. C'est pas grave. On est traumatisés. Ah, mais oui, non, les experts cinéma par reconnaître la première question. Je suis certain, Ségolène, que tu vas t'en remettre. Thierry Jousse arrive dans un instant. Vous êtes sur Radio Resto, 14h23, donc. Radio Resto. Faites vos dons sur radio.restoducœur.org. Oui, on va se tutoyer, hein, ça va être plus simple. Sauf Eva, je ne me permettrai pas. Je ne me permettrai pas. Mais c'est un gag ou quoi? Non, mais c'est vrai. Je suis impressionné, moi, comme Isabelle, hein, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Non. Eva, on peut le dire, Eva qui avant le démarrage de l'émission, on était dans un petit salon juste à côté, et Eva, donc Isabelle lui faisait des compliments sur sa voix, et nous confiait que dans la vraie vie, les gens ne le font jamais. Jamais, de ma vie entière. Personne ne m'a jamais dit, vous savez où tu as une jolie voix, mais jamais. C'est vrai, ça. Mais jamais. On vous faisait des retours à la radio, par contre, sur votre voix. Mais je suis persuadée que la radio transforme les voix. Ah ouais. Mais jamais. C'était pour moi jamais. Pourtant, on la reconnaît entre mille. Hein. Elle est identifiable, c'est clair. Ah oui. Et Ségolène aussi a une très belle voix par ailleurs. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Et alors, justement, quelle voix d'acteur pour vous est la plus belle quelque part? Moi, je sais par exemple Philippe Noiret, c'est une voix qui me transporte. Quelle est votre voix d'acteur qui vous touche? Il y en a plein, ceci dit. Il y a des gens qui ont des voix à mourir. Moi, j'ai une passion pour celle de Jean-Pierre Mariel. Parce que là, les intonations qu'il arrive à avoir au sein d'une voix grave, sans avoir besoin de monter, c'est formidable ce qu'il arrive à faire avec sa voix. Et c'est vrai que le jour où je l'ai interviewé chez lui, en tête à tête, et que tout d'un coup, sa voix, je ne l'entendais plus par le biais d'une télé, d'un écran de ciné, mais juste là, à 1 mètre avec mes oreilles, il y a des moments, je n'écoutais plus ce qu'il me disait, j'écoutais la musique de sa voix. Bien sûr. Tellement c'était transcendant. La voix de Jeanne Moreau est une chose absolument extraordinaire. Et elle correspond à sa personne. Il y a à la fois de la chaleur et de la distance. Il y a du mystère et de la présence. Elle peut être très gentille et elle peut être sèche une seconde après dans le film. Donc il y a tout ça qui passe en même temps. Moi, ce que j'adore chez Gérard Depardieu, c'est que il peut avoir des moments où il est extrêmement doux. Il a jamais renié la partie féminine qu'il peut y avoir en lui, alors que c'est une baraque. Et voilà. Non mais c'est vrai. Et ça, ces voix qui ont plusieurs choses contradictoires en même temps, c'est quelque chose de très saisissant. On la sent moins aujourd'hui, sa partie féminine, je trouve quand même, un petit peu moins de Depardieu. Mais jusqu'à Cyrano de Bergerac, c'était vrai. Dans les années Cyrano, dans toutes ces années-là, dans les années Blier où il pouvait jouer, à l'époque, ça se faisait pas d'être une énorme star et de jouer un homme travesti. Bien sûr. C'est toute cette capacité dérangeante, qui est datée les années 85 à 2000. Exactement. Même question à Ségolène Halimi sur la voix justement. Moi, je pensais, en fait, instinctivement, j'ai pensé à Gérard Depardieu parce qu'il a, en fait, ce que j'aime bien chez les acteurs, c'est quand on les reconnaît de film en film et qu'ils arrivent quand même à composer des personnages. Et Depardieu, il est sidérant. À chaque fois, c'est le même, mais à travers un personnage différent. Et la voix, il joue pour beaucoup parce qu'il a une sonorité tellement singulière. Il a, une singularité dans la voix qu'on peut reconnaître entre mille et que personne d'autre n'a. On peut pas le comparer à qui que ce soit. Et c'est vrai. C'est un monstre de cinéma. Un monstre de cinéma, une prestance, un physique aussi, une carrure. Une matière à modeler pour les réalisateurs. Et puis des confidences qu'il a pu faire, et notamment, alors moi, une qui m'a interpellé, c'est cette fameuse histoire, je suis obligé d'en parler, mais cette fameuse histoire de l'oreillette qu'il assume clairement aujourd'hui. Il n'apprend plus ses textes, donc il travaille avec une oreillette. Et est-ce que c'est quel regard vous portez, vous, justement, sur cette manière qu'il a désormais adoptée de faire son travail? Franchement, ça dépend comment ça se passe sur le plateau. Moi, j'ai pas eu la chance d'assister au tournage. S'il se comporte bien avec l'équipe, il y a pas de problème. Le principal, c'est le résultat du film. Et il se trouve que, ça reste mon avis, je sais pas vous, Vincent et Eva, mais je trouve qu'à chaque fois, même sur les films récents, dès qu'il endosse un personnage, on y croit. C'est vraiment une matière vivante de cinéma. Et il a tout le relief, et on s'en rend pas compte qu'il connaissait pas son texte. Moi, je trouve ça sidérant. Quand j'ai appris le truc de l'oreillette, ça m'a tué parce que ça c'est devenu pour lui une espèce de gymnastique
physique et d'exercice. Marlon Brando faisait ça depuis très 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 longtemps, mais alors lui il allait beaucoup plus loin, il mettait des carrés de papier dans les décors et parfois même il punaisait sur les vêtements de ses partenaires, c'est ridicule, pour pouvoir être dans le bon axe de regard. Il y a des photos de tournage qui montrent ça. C'est un truc hallucinant. Alors c'est moins drôle pour le partenaire, alors que Gérard Depardieu est très bienveillant pour ses partenaires. Très bienveillant. J'ai vu en sens, je suis d'accord avec toi, Ségolène, le cinéma est un art de l'artifice. Tout est faux finalement et ça crée une forme de vrai. Donc si l'oreillette ne s'ouvre pas, c'est pas un problème. En sens inverse, je me souviens il y a quelques années, Isabelle Huppert avait, je crois, 3 films en compétition à Cannes et présentés à Cannes, et en même temps elle joue au théâtre. Donc je vais la voir dans sa loge. Et je ne sais plus quelle pièce c'était, il faut que je m'en souvienne. Je crois que c'était un grand classique parce qu'elle travaillait sur l'exemplaire qu'elle avait quand elle était au lycée. D'accord. Tu sais, les petits bouquins avec la couverture bleue. Il n'y avait même pas une annotation. Rien. Je lui dis, mais comment vous faites? Elle me dit non, c'est pas. Elle ne soulignait pas un mot, rien. Et au théâtre, il n'y a pas de problème, il faut connaître le texte. Ah, c'est clair. Et ça m'avait fasciné. C'était peut-être Eda Gabler. Moi, je l'avais vu dans Eda Gabler. J'essaie de me souvenir quel était le texte. Incroyable. C'était peut-être 5 Médée, peut-être. Je sais plus. Plein de questions à vous poser, bien sûr, sur le cinéma, et puis des dialogues, des répliques de films. Oui, parce que là, on veut se rattraper, en fait. On peut pas en rester là. On peut se rattraper maintenant. Qu'est-ce que t'en penses, Vincent? On va tenter de se rattraper. Allez. Juste un petit point, Lucas, pour faire les dons, s'il te plaît. Pour faire les dons, Radio Resto, faut aller sur le site internet radio.restoducoeur.org, resto avec un S. Et puis en haut à droite, il y a une boule qui est rose vif. Et là, il y a marqué faire un don. Et vous cliquez, vous mettez vos informations bancaires. Et puis voilà. Et 66% sont déduits des impôts. Bonne réponse. Alors, on y va. Isa, à toi de jouer. Ça sent la fraude fiscale. Le dîner de con. À quoi tu sens ça? Non, c'est pas non, ça. c'est pas ça. Ah, zut. Ça sent la fraude fiscale, mais à quoi tu sens ça? Réponds À l'épaisseur de la moquette. C'est pas facile. dur, comme Pourtant, exercice. vous avez prononcé son nom il y a quelques minutes. Depardieu. Il joue dedans. C'est un billet? Non, C'est un billet, oui, c'est un billet. Oui, c'est tenue de soirée. 85, bonne réponse. C'est Pam, ça. pala, pam, palam, palam. Oui. C'est un travail collectif. Ils entrent par effraction dans une maison et il a dit ça sent la fraude fiscale. Je me souviens de la scène. C'est magnifique ce dialogue. Michel Blanc, Gérard Depardieu, des gens que vous avez déjà eu à votre micro. Michel Blanc, ouais. Michel Blanc. Un amour. Ah ouais, j'ai rarement rencontré une crème comme ça. Discret, timide presque, non? Oui, tout à fait. Ouais, il est là. Je lui dis, on peut faire une photo, une vidéo. Peu de problème. Vraiment hyper humain, ça fait du bien. En fait, la plupart du temps, c'est les plus connus, ceux qui ont le plus d'assises dans le métier, qui sont les plus humbles, les plus modestes et qui vous font pas sentir le poids de leur CV, en fait. C'est pas faux. Et Michel Blanc, il en fait vraiment partie. Alors Michel Blanc, il a une particularité dont il ne fait pas beaucoup état, c'est que c'est un fou de musique classique. Ah oui? Et à un moment donné, je faisais une de chronique ou d'émission sur qu'est-ce que vous aimez à part ce que vous faites principalement. Et lui, c'était la musique classique. Mais il est au niveau où il pourrait faire une émission archi pointue de musique classique. Et c'était passionnant ce qu'il raconte. Ah ben, on pourra le présenter à Thierry Jousse. Ça peut donner des idées, ça. Ah, voilà, effectivement, c'est assez intéressant. Ça, Thierry Jousse qui va nous rejoindre dans quelques instants, qui est sur France Musique et qui vient de rendre l'antenne. Il sera là dans le studio. Vous voulez un whisky? Ségolène. La cité de la peur. C'est moi qui y joue. On est la cité de la peur. Bravo. Oui, mais un enfin, doigt d'abord. Voilà. Oui, ça. juste un doigt. Oui, vous voulez pas un whisky d'abord? Voilà, c'est ça. Et effectivement, avec Gérard Darmon et Chantal Lobby dans La Cité de la Peur, c'était en 94. Une anecdote Bravo. sur ce film, non? Vous allez sur les tournages de films? Alors justement, oui, c'est ça. Ah ouais, non, moi je voulais juste dire que j'ai habité en fait sur Nice, Cannes et tout ça, donc je connais très bien. Voilà. Ah je voulais oui. juste placer. Oui. Tu veux danser la carioca ou pas? J'adore la carioca. Mais ouais, j'ai découvert la bande originale. Elle est incroyable de ce film. C'est vrai, c'est vrai. On est là pour dire aussi ce qui nous fait un peu honte ou pas? Oui, Bien bien sûr. sûr. On peut tout dire, On Charles. n'a pas honte de la Cité de la Peur. Non, j'ai honte de moi par rapport à la Cité de la Peur. Pourquoi? Donc, d'abord, quand je vois le film, si je me souviens bien, le producteur était Charles Gassot, et je lui dis, mais tu as pas peur, vous n'avez pas peur de faire un bide avec ça? Il me dit, non, non, pas du tout. Et donc, mes enfants, jusqu'à présent, se moquent de moi parce que je suis la personne qui n'a pas ri à la Cité de la Peur. Ah, c'est vrai? Et donc, je l'ai revu, je me suis dit, il me manque une case, il y a un truc qui va pas. Ah, donc, ouais, mais c'est mon grand complexe.
C'est vrai? À la 5e fois, il y a 1 ou 2 moments où j'ai ri. J'ai trouvé quand même. Ouais, mais s'il faut voir le film 5 fois. On progresse. Non, c'est pour ça que je dis, ça c'est ma honte, quoi. C'est ma tâche. Vous avez ri au Père Noël est une ordure? J'adore. Bon. Je le connais par cœur, réplique par écrit. On pourra faire. Vincent aussi. Moi, pareil, alors. Et Alors là. Papy fait de la résistance. Ah tout oui, ça, magnifique. Et mon film préféré, mon idole sur Terre, c'est Roger Rabbit. Ah oui. C'est pour dire que je ne suis pas qu'une intello. Mais là, c'était rien. Électrocardiogramme plat. Ah non, mais Papy fait de la résistance avec super résistance, c'est formidable. Adolfo Ramirez. Ah ben oui, avec, je pense, Parce et avec. que, on parle de Michel Blanc, mais Junio dans Papy fait de la résistance, ça reste un truc inoubliable. Et Jacqueline Maillan qui joue dedans, il y a Jacques Villeray aussi. Ah non, c'est formidable. Vraiment, c'est formidable. Ça me donne envie de le revoir, vous voyez. Un autre pour voir, Isa? Allez, c'est parti. On peut pas faire l'amour du matin au soir. C'est pour ça qu'on a inventé le travail. Ah, tu joues bien, c'est impressionnant. Oh là là. J'ai la pression. Elle joue bien. Hein. J'ai la pression. On peut pas faire l'amour du matin au soir, disait-elle. Ouais, c'est pour ça qu'on a inventé le travail. Quoi, j'ai entendu ça? Donc c'est une femme Un grand réalisateur. Comment c'est une actrice, j'ai piscine aujourd'hui pour ces. C'est un homme qui dit ça. Ah, c'est un homme qui dit ça. Ouais. D'accord. Il s'appelle Dr Bicard. Dans le film, c'est le nom de son personnage. Il est sorti en 77. Hein. Un grand réalisateur qui a fait Le Dernier Métro. Ah, c'est un film de Truffaut, alors. Oui, c'est ça. Bonne Et dans réponse. lequel Ah, mais si, c'est l'homme qui aimait les femmes. Oui, bravo. Les gens. Charles Denner. Écoutez, Oui. ça. Jean Dasté. Dictateur. Oui, c'est ça. Jean Dasté. Le Ah, c'est médecin, Jean Dasté, le d'accord. médecin Ah bah oui, Charles Denner forcément. va le voir, Ouais. et c'est dans ce film qu'on entend cette réplique inoubliable qui dit: les jambes de femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. Avec la voix c'est de beau. Charles Denner en plus. C'est la réplique la plus connue du film qui est magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Puis tu le dis bien, Vincent, en plus. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ah bah ouais, On sent vraiment. que ça lui parle. Hein. Mais oui. D'ailleurs, par ailleurs, vous n'avez jamais eu envie de, alors, sauf si ça a déjà été le cas, et pardon de ne pas le savoir, mais vous n'avez jamais joué dans un film, l'un de vous trois? Alors moi, j'ai une formation de comédienne, donc j'étais partie quand je vivais justement près de Dans le Cannes, sud, près de la Croisette, dans le sud. Ouais. Oui. Et alors, ironie du sort, mon premier petit rôle au cinéma, c'était un rôle de journaliste. Ah, dis donc. C'est Voilà. rigolo, ça. Ouais. C'est marrant. Et moi, j'ai fait de la figuration dans Prêt-à-porter de Robert Altman. Ah, dis donc. Parce qu'il voulait des vrais journalistes qui soient dans la salle. Donc, en même temps, j'avais bien sûr apporté un magnéto pour faire un reportage parce qu'on n'allait pas rater une occasion pareille. Et c'était génial parce que dans les coulisses, il y avait Marcello Mastroianni qui rigolait. C'était de voir ce tournage-là, était extraordinaire. Et je me souviens qu'on nous avait fait signer une sorte de décharge qui disait que quasiment même après notre mort, on ne pourrait pas se plaindre de quoi que ce soit. À l'américaine. Ouais, il y avait ça, il y avait écrit ça. Descendant, enfin, c'était extraordinaire comme décharge. Est-ce que vous êtes plein alors? Mais pas du tout, moi. Jamais. J'aurais tout accepté pour voir un tournage d'Altman. Ouais. C'est génial. Et il y avait, je me souviens, je crois c'est Harry Belafonte qui disait, moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment il arrive à filmer cette scène, elle est impossible à filmer. Enfin c'était formidable parce que la moitié des gens, même des acteurs, étaient en admiration devant Altman. Eh ouais. Eva, parlez bien près du micro, me disent les pardon. garçons. Non, mais je vous en prie, pas de souci. Vincent, tu as joué toi dans un film? Alors, mais pas le rôle que j'aurais aimé parce que un petit peu comme Ségolène, notre propre rôle. Je crois que pour un réalisateur, des animateurs, des journalistes comme nous, c'est trop tentant de nous faire jouer ce qu'on sait déjà faire et de pas avoir l'imagination de nous imaginer ailleurs. C'est pas faux. Et moi, je me souviens de Claude Chabrol, j'étais très heureux quand même. Claude Chabrol m'appelle et me dit, vous savez, Vincent, parce que je l'ai beaucoup interviewé, j'aime les émissions de jeu, j'en faisais une à ce moment-là sur la 3, il m'a dit, je voudrais que vous repreniez votre rôle dans cette même émission, mais que vous le fassiez pour moi. Alors déjà, c'était bien parce que c'est lui qui dit action, donc c'était cool pour Chabrol, ça m'a fait plaisir. Mais j'aurais préféré être un assistant notaire de province dans La Demoiselle d'honneur. D'accord. Une autre citation. Attention, vous êtes prêts? Alors attends, je suis pas prête, j'ai pas ma feuille. T'inquiète pas, je vais la faire. Vas-y Vincent. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mission Cléopâtre. Bonne réponse. C'est Édouard Baird. Moi, si je devais résumer ma vie avec vous, j'irais sur d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main au moment où je ne pouvais pas, où je ne savais pas. Enfin, Il bref. connaît par cœur, hein. Ah non, mais Il lit génial. même pas sa feuille. C'est super. Évidemment, C'est pas une réplique qu'il avait improvisée, ça? Si je Si, crois. ouais. Exactement. Pendant le tournage. Exactement. Et alors, je crois que le film est ressorti ou va ressortir au restauré cinéma.
Voilà. Il est ressorti il y a quelques mois. Ouais. Avec la version intégrale, justement, du monologue, qui est beaucoup plus longue, parce qu'ils l'ont coupé. Chabat l'avait coupé au montage. Déjà que c'était long. C'est encore plus long. Et Chabat l'a coupé au montage. Enfin, elle avait coupé au montage. C'est Édouard Baird. À l'époque, Édouard Baird. Donc, alors, il y avait Christian Clavier, évidemment, Gérard Depardieu. Vous les aviez reçus en promo pour ce film ou pas du tout? Je suis pas souvenir sur celui-là. Pas de souvenir? Non. Isa, un autre pourvoi? Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile. Père Noël. Oui, est une ordure. Fais le début, je donne la fin. Exactement. Elle n'a pas un physique facile, c'est différent. Ouais. C'est ça. C'était Thierry Lhermitte, l'employé de SOS Détresse Amitié. Vous avez préféré la pièce ou le film du Père Noël est une ordure? Le film. Le film. Enfin, j'ai vu la pièce en vidéo, mais en fait, une fois qu'on a vu le film en premier, pareil. Mais le film, oui. Pour moi, la référence première est le film, puisque c'est par le film que ça touche. Pour moi, c'est du génie, ce film. C'est fabuleux, fabuleux. Et c'est le film, on tombe dessus à la télé, on dit j'ai déjà vu 100 fois, et on reste quand même. C'est pour ça qu'il le rediffuse chaque année à Noël. Et on le revoit. Si quelqu'un porte un pull moche, on pense il me manquait quelque chose pour descendre les ordures. Écoutez, je suis ravi, Thérèse. Je ne me disais pas plus tard qu'hier soir qu'il me manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Alors moi, j'ai une anecdote parce qu'une dans une de mes émissions il y a quelques semaines sur Terre de Tournage, j'ai reçu Fred Testo et Arnaud Malherbe qui viennent de réaliser une série ensemble. Et à un moment donné, on a une auditrice qui appelle pour jouer, pour gagner des places, et elle s'appelle Thérèse. Donc du coup, je dis bonjour Thérèse. Et les deux autres, ils étaient morts de rire, ils étaient persuadés que je faisais une blague en fait. Et bon, elle a un peu mal pris, on a étouffé le truc parce qu'elle venait juste pour gagner des places, et ils m'ont dit en direct à l'antenne, on était persuadés que c'était une blague. Enfin, qui s'appelle Thérèse aujourd'hui appelle et n'oublions pas que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile, c'est différent. C'est différent. Voilà, Pierre le lapin nous regarde. Ça, c'est dans la baignoire. Je sais pas si vous l'avez la ref, mais Pierre le lapin nous regarde. Oui, bien sûr. Quand il se laisse un petit peu aller derrière le rideau de douche. Exactement. Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai eu une chance. Elle lui dit, excuse-moi, pardon Vincent, en sortant, elle lui dit, je n'ai rien senti, Pierre. Rassurez-vous, je n'ai rien senti. Mais puisqu'on parlait de la pièce à l'instant, puisque le fait d'être un petit peu plus âgé doit bien donner des avantages par rapport aux plus jeunes, c'est que moi j'ai vu la pièce à la création, et j'étais à cette époque-là à FR3 Limousin Poitou-Charentes, je faisais mes débuts à Radio Limoges, et ils venaient, ils étaient pas encore très connus, le Splendide, parce qu'ils n'avaient pas fait de cinéma, et ils venaient présenter Le Père Noël est une ordure. Et autour de mon micro, j'ai eu Junio, Lhermitte, toute la bande du Splendide qui venait présenter cette pièce, et je me souviens leur avoir dit mais ça pourrait faire un film formidable, et à cette époque-là ils disaient non, ça serait du théâtre filmé. C'est grâce à toi qu'ils ont fait le film alors. Oh non, ça m'étonnerait. Mais en tout cas ça m'a semblé évident, et pas pour eux, curieusement. Et alors, c'est étonnant, hein. Toutes ces rumeurs, parce que là on parle du Splendide évidemment avec Thierry Lhermitte, avec Josiane Balasco, avec Christian Clavier, il y en a plein. Enfin, je veux dire, ils sont Marianne Chazelle bien sûr. Bruno Moineau. Bruno. Bon alors pour lui ça va être un peu plus compliqué, mais vous pensez qu'un jour ils vont vraiment réussir? Alors on oublie les Bronzés 4 ou les Bronzés 3 là qui avaient été vraiment amis pour la vie. Une catastrophe. Ça vraiment. Mais vous croyez, vous pensez, vous imaginez que ce soit possible de les réunir, parce qu'on dit que voilà. Mais je suis pas sûre que ce soit souhaitable. Parce que si ça fait un ratage, ça nous fera de la peine. C'est-à-dire que les films, ça dure, ça résiste. Et là, s'ils ont une idée formidable et que ça peut vraiment faire un bon film, oui, mais il faut pas forcer le destin. Mais déjà dans le dernier, on a vu que c'était raté, comme tu le disais. Les bronzés, et autant que ce soit sous forme d'un caméo ou d'une petite scène. Moi, je me souviens que dans Grosse Fatigue de Michel Blanc, à un moment donné, ils sont tous en train de dîner ensemble. Il y a un plan sur eux, et c'est un clin d'œil. Mais c'est un bonheur de les voir, et c'était bien que ça dure pas plus longtemps. Avec Carole Bouquet, il est formidable ce film d'ailleurs, Grosse Fatigue. Alors on parlait de ratage là il y a un instant. Pour vous, quel est votre plus gros navet? Allez, on balance. Un navet qu'on aime ou un navet qu'on n'a pas aimé? Un film que vous n'avez pas aimé. Non, parfois il y a des navets qu'on aime. Enfin, on peut dire les deux. On peut dire les deux, on peut tout dire. Vraiment là-dessus. Moi j'en ai un récent, mais. C'est pas grave. C'est le dernier Astérix. Ah oui? Guillaume Canet. T'as pas aimé? Non. Pour quelle raison? Pour tout. Très bien. Comme ça c'est clair. C'est rapide. C'est rapide en plus. J'ai tellement aimé celui dont on a parlé tout à l'heure, Mission Cléopâtre de Chabat. J'avais l'impression que, c'est pas une pâle copie parce qu'il essaie pas de copier, mais il reprend un peu les mêmes codes et ça fonctionne pas du tout. Après, je crois qu'il était vraiment engoncé dans
contraintes scénaristiques à cause de la maison d'édition, la famille Uderzo, etc. Mais je trouve qu'il y a rien qui marche. Et en fait, je m'attendais tellement à ce que ce soit bien, j'avais beaucoup d'espoir que du coup, j'ai été hyper déçue. J'ai juste aimé Gilles Lelouch en Obélix. Je trouve qu'il prend bien la relève par rapport à Depardieu, qui avait vraiment implanté le rôle d'Obélix. Et puis il y avait vraiment beaucoup trop d'intervenants, trop de personnages. On plaçait les gens comme ça un petit peu dedans. Ça faisait vraiment un grand spectacle. Eva, votre même question. J'ai pas été frappée par la bonté, mais rien ne me vient. Il y en a sûrement, mais je me souviens simplement, et j'essaie de me souvenir du film où en plus m'avait mise en colère. Je me souviens d'avoir dit à l'attaché de presse, vous me devez 2 heures de ma vie. Là, c'était violent. Mais très calme et glacial. Et je me suis dit, quel était ce film? Je sais pas. Très franchement, j'ai pas la réponse. Mais alors, j'ai juste une question à Eva. Quand on voit un film qu'on considère mauvais, est-ce que, parce que là c'est ce que tu viens de dire, mais on considère vraiment ça comme une perte de temps? Parce que même moi quand je vois un film que je trouve très mauvais, je me dis j'ai bien fait de le voir quand même. Eh ben, je pense que là c'est arrivé à ce stade-là. Où je me disais vraiment 2 heures d'une vie, c'est 2 heures d'une vie. C'est fou. Moi je sais que je suis pas souvent, mais voilà. Moi, je suis sorti du cinéma, je suis sorti de la salle. Par exemple, pour Irréversible, j'ai pas pu. Oui, mais ça c'est un autre problème. Oui, c'est pas un navet. Ah oui. Non, je ne dirais pas que c'est un navet. Mais le film t'a dérangé. C'était trop pour moi. C'est un chef-d'œuvre. Isabelle a joué dedans d'ailleurs. T'as joué la. Oui, j'ai eu la chance de jouer une petite scène avec Monica Bellucci et Vincent Cassel. Et moi, je l'ai pas vu. J'étais parti avant. Oui, c'est dommage. Oui, parce que le film, c'est ça qui était merveilleux dans ce film quand même, c'est qu'il était monté à l'envers. On commençait par la fin et on arrivait jusqu'au bonheur, jusqu'à quand c'était encore rien passé. Et il va tout spoiler. Il est sorti il y a longtemps. Et non, ce qui était beau sur ce tournage, c'est que Gaspard Noé avait fait une vraie fête. Et c'est ça qui m'avait marqué, parce que moi je faisais des tout petits rôles de la figuration, j'étais passionnée de cinéma déjà. Et en fait, je me suis rendu compte que non, il n'y avait pas de figurants. Il y avait une vraie fête avec des gens et on évoluait là-dedans et c'était évidemment un plan séquence comme dans tout le film de Gaspard Noé. Et moi j'arrivais à la fin de la scène et Monica Bellucci arrivait vers moi et elle me touchait les seins en me disant oh là là mais c'est beau tout ça, parce que j'étais enceinte en fait, j'étais très enceinte quand j'ai fait ce petit rôle et dans l'histoire elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte et j'avais peur de rater parce que j'avais quelques répliques et je me suis dit je me foire. Il faut tout recommencer depuis le début. C'était sa réplique dans le film? On l'entend dire ça? Elle dit oh c'est beau tout ça. Alors, ça nous amène justement à la deuxième question qui va arriver dans quelques instants, le film dérangeant, mais on n'a pas entendu la réponse de Vincent sur le navet justement. Alors moi qui suis très James Bondophile, j'ai toujours beaucoup aimé depuis les tout débuts la relève des différents acteurs qui ont incarné Bond, etc. J'ai des préférés, d'autres que j'aime moins, mais alors le jour où on m'a dit que Quantum of Solace allait être une véritable merveille avec Mathieu Amalric dans le rôle du méchant, etc. Je me suis retrouvé avec Daniel Craig qui, faute d'être un espion britannique, ressemble quand même à un espion russe. Oui, t'as raison. Donc j'ai jamais véritablement compris ce qu'on lui trouvait dans ce rôle. Personnellement, j'ai un peu décroché. C'était la compréhension alors. Ah oui, là vraiment. Mais alors, je me suis retrouvé face à un film. Ils sont dans un train, puis ils arrivent dans un désert. Mais le film n'a ni queue ni tête. Et je suis ressorti énervé de me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu me raconter pendant 2 heures? Déjà, Bond n'est plus Bond. Et en plus, on comprend rien. Alors j'ai cru que c'était moi. Ça m'avait énervé. Réfléchissez bien. Quantum of Merdoum. On adore. Il est 14h44. Réfléchissez bien à la question. Donc, en l'occurrence, le film qui vous a dérangé, là où vraiment vous y avez pensé pendant des heures, des jours. Jusqu'au bout. Voilà, exactement. Et vous êtes sortis. On marque une pause. Vraiment très rapide. Je voudrais juste faire un point avec Lucas sur les dons. On en est où? Les dons, ils avancent très vite parce que là, on est déjà à 166 878. Ah, c'est beau ça. Donc ça, c'est trop cool. Vraiment, ça avance super vite. Si vous voulez en rajouter, allez sur le site radio.restoducoeur.org. Exactement. Un petit don plus un petit don égale un camion. C'est 40 000 euros. 40 000 euros le camion. 66% de vos dons, vous les récupérez fiscalement parlant au moment de la déclaration. Et téléchargez l'application Radio Resto pour avoir les podcasts des émissions des copains, comme c'était le cas tout à l'heure avec Arthur et avec Manu Lévy. C'était formidable de 10h à midi. Je trouvais formidable aussi la matinale ce matin avec les animatrices et animateurs de région qui sont venus à l'initiative de Laurent Petit-Guillaume qui a fait un travail fabuleux, sans flagornerie. C'est vrai. Et il est jamais fatigué, c'est incroyable. Je sais pas comment il fait.
Ah non, mais il a une très bonne hygiène de vie. Oui, je pense qu'après Radio Resto, il prend 1 an de vacances pour se remettre un peu. À mon avis, il sera l'année suivante. Tu seras sur France Bleu lundi, Laurent. Lundi, oui. Tu seras. Nathalie André, elle t'a pas donné de pause, rien. Non. Bon, très bien. On l'embrasse, Nathalie, si elle nous écoute. Oui, on l'embrasse. On marque une pause et on revient tout de suite. On y va, les Bienvenue sur Radio Resto si vous venez de nous rejoindre et vous pouvez voir tout cela en long, en large et en images sur la chaîne YouTube évidemment. On continue, on ne s'arrête pas. Radio Resto, 48 heures inédites avec les plus grands animateurs et animatrices radio tous réunis. Dis donc, ça donne envie de faire de la radio votre truc là. Ouais, grands animateurs, mais quelle bonne idée ont eu quand même effectivement Laurent Petit-Guillaume, Bruno Guillon et Manu Lévy de mettre en place il y a 4 ans maintenant cette opération de Radio Resto. Et j'entendais Arthur qui disait tout à l'heure sur cette même antenne, ce qui serait formidable, ce serait que toutes les radios acceptent un jour
jour. Bon, évidemment, c'est impossible, mais bon, on peut rêver, on peut espérer. Jamais. Tu vois, de diffuser Radio Resto sur toutes les antennes de France, t'imagines? Ce serait formidable, ça. Mais c'est pas impossible, hein, je pense. Ouais, il va falloir monter un gros dossier. Ça va pas être simple quand même. Il va falloir monter un... On va te laisser t'en occuper si tu veux bien. Ouais, voilà. Ça va bien avoir le temps. Voilà, c'est Ségolène qui s'en occupe. Donc tu peux nous rendre ça pour quand? Je sais pas, c'est quoi la deadline? C'est dans 3 ans? Ouais, non, ce serait fort. T'as pas beaucoup de temps. Vous voyez combien de films par jour? Ah, alors. On se posait la question en antenne. Je lui ai posé la question à Vincent. Moi, j'en vois 5 par semaine. Ah oui. Pas par jour, parce que sinon. Par semaine. 5 par semaine, ouais. Pas mal quand même. Eva? Oui, ça peut être 5, ça peut être 6, mais sans compter des films qui vont passer à la télévision et qu'on va regarder en plus. Oui, une vie à 2 films par jour, c'est une belle vie. C'est bien, c'est une bonne moyenne. Voilà. Moi, j'essaie toujours au moins un, ça c'est le minimum vital, au moins un par jour, bien sûr. C'est sa bouteille d'oxygène. Et les bons jours, ça peut aller jusqu'à 4 dans la journée. Alors 4 dans la journée, moi j'ai plus l'œil, la rétine elle est saturée. En fait, j'arrive un plus le à matin, recevoir, en fait. un l'après-midi, fin de soirée, et un la nuit, c'est vite fait. C'est comme les parfums, au bout d'un moment on n'a plus l'odeur. Ouais, c'est ça. Tu vois? Non, mais si on a le son et l'image, ça me suffit. C'est vrai. Alors juste avant les Bee Gees Staying Alive, on posait la question, Isabelle, de ce film dérangeant que vous allez devoir dénoncer où vous êtes sorti de la salle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Alors Funny on Games. commence. Funny Games, oui, quand c'est on génial, est, bien sûr. Mais quand je dis pas que c'est pas bon, je dis que c'est très difficile à supporter. Et c'est un très grand film. C'est Anneke. Le film est présenté à Cannes et quand vous êtes à Cannes, au bout d'un moment, vous savez plus ce que vous allez voir. Au 4e jour, vous rentrez dans la salle, vous ne savez même plus quel est le programme tellement vous êtes passé d'un truc à un autre. Et Funny Games, pour ceux, je ne vais essayer de pas déflorer pour ceux qui l'auraient pas vu, il y a un interdit dans le cinéma, par exemple même quand il y a on sauve les enfants, c'est-à-dire que on peut tuer des adultes, mais on va pas de sang-froid tuer un enfant. Et il y a dans ce film plusieurs interdits qui sont franchis, qui sont nos barrières morales, qui fait ce qu'on peut accepter ou pas. Je raconte juste le début. Mais c'est intéressant quand même ça, de voir ça au cinéma. Non mais attends, c'est un très grand cinéaste, c'est formidable. Mais il y a un moment où tu te retiens de ne pas sortir de la salle parce que ça t'est insupportable. Et tu peux l'avoir vu il y a 10 ans, tu t'en souviens parfaitement. C'est 2 garçons beaux, blonds, qui sonnent dans une maison, ils portent des gants blancs. La personne les fait entrer et à la seconde où elle ferme la porte, on sait que ce sera sans espoir. Oh là là. Et c'est très très fort. Il y a une anecdote que je vais vous raconter qui est géniale. Vous vous souvenez probablement de Dancer in the Dark de Lars von Trier, qui avait fait avec Björk, qui avait fait une polémique parce qu'à un moment il y a une sorte, là aussi pour ceux qui n'auraient pas vu, j'en dis pas trop, mais il y a une mort qui est montrée d'une certaine manière. Et 1 an ou 2 après, je vais faire une longue émission avec Lars von Trier dans son pays, dans son studio, et il me dit vous voulez voir le studio où a été fait la fameuse scène. On rentre, elle me dit oui tout de suite après. Il dit tout de suite après, je l'ai loué pour le tournage d'un film porno. Mais non. Eros et Thanatos, mais ça enlève tout le mystère, toute la terreur de l'image. Il faut jamais qu'on vous dise ce qu'il y a derrière. Non, jamais. Quand une chose, par exemple, c'est quel est le film de Darren Aronofsky qui est sur où il y a des Requiem for a Dream, magnifique film. Et dans le bonus, dans le DVD, il y a la fille se pique tellement qu'elle a le bras, mais c'est une horreur. Et dans le bonus, il montre le faux bras. Mais il m'a tué le film. Il faut jamais regarder les bonus. C'est comme en magie, il ne faut pas connaître les trucs. C'est ça. Mais sinon, si, moi je trouve ça fascinant. Il n'y a plus de magie. Bah ouais, mais non, même en le sachant, ça m'a enlevé ma peur. Ça m'a enlevé ma peur. Bon, après, c'était quand même une question très personnelle, là. Hein. Vraiment, un film comme ça, Ségolène, où tu es sorti, tu t'es dit, là, c'est pas possible. Alors, je m'en souviens pas parce que même quand j'aime pas les films ou que ça me dérange, j'essaie de rester vraiment pour. Voilà, moi, je veux rendre hommage au travail qui a été fait. Donc, je suis déjà sortie d'un film. Je crois que c'était en Projo Presse parce que vraiment, c'était très, 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 très mauvais, mais je ne m'en souviens pas. En revanche, un film qui m'a dérangé un petit peu comme Eva, mais j'ai pas arrêté le film. C'était Le Sixième Sens. Ah oui? Oui, donc avec Bruce Willis. Oui, il y a une scène. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous vous souvenez la scène de la baignoire. La scène de la baignoire dans Bruce le Willis rentre donc dans la salle de bain et il y a une jeune femme qui est nue dans la baignoire, donc sur le papier très attirante, sauf que elle se rapproche de lui. Au fur et à mesure qu'elle s'approche, elle vieillit. Elle vieillit et elle devient une vieille femme qui on comprend qu'elle va le tuer. Enfin bon, évidemment ça se passe pas, mais devant cette scène, donc je me souviens, je l'ai vu en DVD chez mes parents, je n'ai pas pu retenir
de crier. Ah oui, carrément. Ça ne m'arrive jamais, hein, on contient ses émotions. C'est la seule scène, c'est le seul film où j'ai eu une émotion comme ça qui m'a dépassée en fait. C'est ça qui est magnifique dans le cinéma. Et là, rien que de t'entendre en parler, Ségolène, j'ai la chair de poule. Ah ouais. C'est ça qui est beau, c'est à quel point on est touché. Merci Ségolène. Vincent Perrault. Alors moi j'ai un problème, c'est que généralement les films qui me dérangent finissent par me fasciner. Ah dis donc. Ah oui, ça m'a fait ça avec Shining de Kubrick, Orange Mécanique aussi. Orange Mécanique, voilà, qui est quand même extrêmement dérangeant, mais qui devient très fascinant. Tout l'univers de David Cronenberg, Crash de David Cronenberg, est extrêmement dérangeant, et c'est probablement un des films que je mets dans mes 50 préférés au monde maintenant. Pourtant, il m'a énormément dérangé. Mais Lars von Trier, là, je dois reconnaître que Nymphomaniac et waouh, là je me dis, est-ce qu'on est vraiment obligé de s'intéresser à ce genre de rapport humain? Je suis pas sorti, comme toi Ségolène, je sors jamais d'une salle avant la fin. Je me souviens pas avoir quitté un film en cours de projection. Mais parfois je me dis, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Pourquoi provoquer à ce point-là et aller chercher les débris de l'âme humaine à ce point? Voilà, Nymphomaniac, j'ai eu quand même du mal à accepter peut-être ça. C'est très gratuit, Nymphomaniac. Merci Vincent. Eva Béton. Un petit mot, je voudrais profiter de l'occasion pour vous parler d'un film dérangeant mais extraordinaire qui va sortir, qui s'appelle Le règne animal. Le concept peut être dérangeant, je vous en dis très peu là aussi. C'est quoi le pitch? On ne sait pas pourquoi, mais il y a un dérèglement dans l'humanité et certains humains commence à prendre des caractéristiques d'animaux. Je n'en dis pas plus. Ce film est extraordinaire parce qu'il est splendide. Il est entre le conte et la science-fiction, entre l'histoire d'un père et d'un fils. C'est une réussite totale. Et ce qui devrait être dérangeant arrive à être incroyablement touchant et humain. Et c'est de Thomas Caillet. Il sort là mercredi la semaine prochaine. Mais vraiment notez-le parce que c'est pour moi un des meilleurs films. Tu nous donnes envie d'aller le voir. C'est très Le règne animal. Et ça a été tourné dans les Landes. C'est vraiment un film 100% français qui a été tourné l'été 2022 et qui a dû être stoppé parce que c'était pendant les incendies justement girondins. Donc ils ont eu des problèmes de décor immenses. Ils ont dû changer complètement tous les décors du tournage et c'est vrai que c'est un film qui aurait pu vraiment devenir ridicule parce que voilà, il y a des mutations, mais il ne l'est pas et c'est extrêmement bien fait. C'est qu'on vous raconte ça et vous trouvez ça passionnant et profondément humain. On va continuer, évidemment. Il nous reste une heure d'émission. Dans un instant, on va retrouver le flash d'Ilan Benatar. Mais avant cela, Lucas, un point sur les dons, s'il te plaît. Alors, on en est où? On a encore pas mal avancé. On est à 167 253 euros de dons. Donc ça, c'est trop cool. C'est vraiment énorme. Et tout à l'heure, on a dit une petite bêtise. On a dit c'était 66% de nos dons qui étaient déduits des impôts. En fait, c'est 75%. Ah, c'est mieux alors. C'est encore mieux. Bravo. Ouais, c'est encore mieux. C'est encore au-delà de 1000 euros de dons, là c'est 66% des impôts qui sont déduits. Tu sais que tu commences bien ta carrière quand même parce que t'es très chic. T'es très chic. Tu dis on a dit une bêtise alors que c'est moi qui ai dit une connerie, clairement. C'est moi qui l'ai dit les 66%. Il a le sens de la hiérarchie, ce garçon. Il ira loin. Vraiment. Tiens, justement, on va donner la parole 30 secondes avant le début du flash. Ton objectif, toi, si t'avais une baguette magique. On rappelle qu'on est ici au studio École de France qui forme les animatrices, les animateurs, les journalistes, les réalisatrices, les réalisateurs. Toi, tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans? Alors moi, alors si je dois citer une radio, j'aimerais bien être sur Fun Radio le soir pour une libre antenne. Moi, c'est vrai. Kiffé, ça te ferait kiffer carrément. On se croiserait dans les couloirs. C'est l'étage au-dessus de mon bureau, tu vois. Exactement. Voilà. Ça serait trop cool. Voilà. Pour faire de la libre antenne, il faut un numéro. Nous en avons un ici. C'est le 01 46 20 31 31. Ça appelle ou ça appelle pas? Ça appelle. On va prendre des appels après 15 heures. Juste avant de le retrouver pour ces infos, la même question à Ilan Benatar. Tu as quel âge, Ilan? Alors moi j'ai eu 20 ans il y a maintenant un mois. Joyeux anniversaire mon grand. Merci. Et toi tu voudrais présenter les infos sur quelle radio si tu avais une baguette magique? Alors franchement mon rêve ça serait d'être comme Lucas, faire de la libre antenne mais sur RMC. Ah c'est vrai? Ouais. D'accord. J'aime bien l'univers du sport. D'accord, très bien. Ça me passionne. Deux registres complètement différents, complémentaires. Il parle fort au standard à côté. Ça veut dire que ça appelle, c'est bien. Ça veut dire que ça appelle. Vous écoutez Radio Resto, il est 15h. Merci les copains, tout va bien, vous pouvez continuer, pas de souci. On est ensemble jusqu'à 16h. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Et Thierry,
Et le flash nous est présenté par Ilan Benatar. Bonjour Ilan. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Depuis hier, la saison 4 de Radio Resto a débuté, réunissant le monde de la radio et des médias en une seule et même station. Le but de ce rendez-vous est de récolter un maximum de fonds nécessaires afin de financer des camions. Pour rappel, un camion coûte 40 000 € et permet de transporter des denrées. Les Restos du Cœur mettent aussi en place des ateliers de soutien à l'emploi qui aident les bénéficiaires. L'un de nos journalistes est parti à la rencontre de bénévoles permettant ce dispositif. Un reportage signé Simon Soudin. Ici, à Limay, dans les Yvelines, 4 bénévoles s'investissent dans cette action. Le SRE de ce centre a été créé en février 2022. Gwen fait partie de l'équipe qui en est à l'origine. On accueille des gens, en fin de compte, qui sont souvent en rupture par rapport à un passé compliqué ou par rapport à une vie compliquée, qui sont pas du tout sûrs d'eux et qui pensent qu'ils ne retrouveront jamais de boulot. Gwen est responsable du soutien à la recherche d'emploi avec Cathy, qui est bénévole au sein des Restos du Cœur depuis bientôt 9 ans. Alors mon rôle principal, c'est d'accueillir les personnes, de leur fournir un CV, d'écrire leurs fiches et de surtout qu'elles reprennent confiance en elles. Pour aider les personnes accueillies à reprendre confiance, l'équipe parle avec elles dans les entretiens qui sont souvent individuels. Déjà, on les accueille autour d'une table, donc ça enlève la barrière administrative. On propose un petit café, donc ça met tout de suite les gens à l'aise. Dominique est en charge de la partie administrative des personnes accueillies. Il est entré au Resto du Cœur en septembre 2022. Pour pouvoir travailler, il faut être à jour de ses documents administratifs, donc carte vitale, donc papier d'identité, ce qui n'est pas toujours le cas. Et aussi pour les étrangers, carte de séjour. On ne peut pas travailler sans carte de séjour en France. Donc je m'occupe de mettre tout ça à jour. Gwen se charge ensuite de déposer les CV sur un site, la plateforme de l'inclusion. C'est un dispositif que ce centre a découvert grâce à un partenariat avec Pôle emploi. En gros, c'est une plateforme avec des entreprises qui ne fonctionnent que par l'insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont des subventions à chaque fois qu'ils embauchent des personnes. En environ 1 an, cette plateforme a permis de remettre une centaine de personnes à l'emploi. C'est à peu près 4 personnes accueillies sur 5 qui ont trouvé un travail. Le centre de Limay a un partenariat avec la mairie de la commune pour envoyer des personnes en service civique et aussi avec des entreprises d'intérim, des entreprises d'insertion professionnelle ou encore des ressourceries. Pour Christina, une personne accueillie au Resto du Cœur, l'accompagnement de l'équipe et la plateforme de l'inclusion lui ont permis de trouver un travail rapidement. C'était trop bien passé. Après 2 jours, j'étais appelée, j'ai eu un entretien et après, j'ai commencé tout de suite à travailler. Ils m'ont fait le CV, ils m'ont préparé un peu pour prendre un peu la confiance pour l'entretien et tout. Ils m'ont aidé beaucoup. Grâce à l'aide des Restos du Cœur, Christina travaille dans une cantine depuis le 30 janvier dernier dans le cadre d'un contrat d'insertion d'une durée d'1 an. Après leur recrutement, les Restos du Cœur continuent de prendre des nouvelles des personnes qui ont trouvé un travail. Pour nous aider dans l'achat de camions, c'est très simple. Rendez-vous sur radio.restoducoeur.org. On compte sur vous. Bienvenue sur Radio Resto. Merci à Ilan Benatar qui revient dans 1 heure pour un prochain point sur l'actu. Évidemment, pas de météo, j'ai remarqué. Non, pas de Ah non, pas météo. aujourd'hui. En tout cas, il fait très très beau dehors. Il fait beau. C'est vrai qu'il fait beau sur toute la France. Merci. Merci Ilan. C'est la météo la plus courte du monde. Voilà. Nous sommes en direct jusqu'à 16h. Je vous rappelle que sont avec nous aujourd'hui Ségolène Aluni, que l'on retrouve présente pour Terre de tournage, diffusée tous les week-ends dès 17h sur France Bleu. Eva Bétan est avec nous aussi, journaliste et critique de France Inter. On lui doit notamment, entre autres, le masque et la plume. Elle est aussi responsable du prix Livre Inter. Ça va toujours, Eva? Bien? Très bien. Bon, ravi. Et puis Vincent Perrault, qui est sur RTL avec Pop Ciné. Rappelle-moi, c'est le dimanche, Vincent? Alors, c'est le samedi et le dimanche, de 4h30 à 6h. Et puis avec Éric Jean-Jean, le mercredi soir, je raconte des histoires de musique et de chansons de films. Et puis depuis quelques années, j'ai créé Pop Cinoche, ma chaîne de cinéma sur YouTube, sur Facebook, qui propose des photos tous les jours, des interviews de metteurs en scène, d'acteurs, etc. Ah oui, mais j'adore ça. Je ferais que ça toute ma vie si ça tenait qu'à ça. Ça s'appelle Pop Cinoche sur les réseaux sociaux. C'est très très sympa à faire et j'espère à regarder. Et on lui fait un coucou à Éric Jean-Jean, qui sera d'ailleurs demain, je crois, à l'antenne. Il a une émission, il participe à une émission et qui est comme toi, qui est passionné de. En fait, vous allez bien ensemble tous les deux. Vous faites un bon duo parce que sa passion pour la musique. Et moi pour le cinoche. Et toi pour le cinoche. On se rejoint pour la musique de film.
film et les chansons de film. C'est très sympa. À vous deux, ça donne. On va vous proposer une interview maintenant. Alors, c'est une interview en rafale. Donc, on va vous poser plein de questions. Il faut être les mêmes questions pour tout le monde. Évidemment, des réponses probablement différentes. Quoique, va savoir. On va voir. Il faut répondre très vite. Vous êtes prêts ? On commence, Isa ? Allez, votre interview la plus drôle. Moi, je sais. Moi, c'est à chaque fois que je le rencontre, en fait, c'est Benoît Poelvoorde. C'est impossible. C'est impossible de faire une interview normale avec lui. Heureusement, enfin non, j'aimerais bien que ce soit en direct, mais à chaque fois, c'était ce qu'on appelle en junket press, quand on va rencontrer les équipes de films dans des hôtels luxueux. Voilà. Et donc, à chaque fois que j'ai rencontré Benoît Poelvoorde, c'était là, cette année, récemment, à chaque fois, c'est impossible de garder son sérieux. J'étais en fou rire, donc je ne garde pas mes questions au montage, puisque je n'arrive pas à les poser normalement. Et donc, il y en a une, j'ai une anecdote. En fait, il avait 45 minutes de retard sur l'heure de l'interview, parce qu'en fait, il prend énormément de temps avec les journalistes, parce qu'il digresse. Bon. Et après, moi, j'avais rendez-vous pour faire une interview, mais à l'autre bout de Paris, avec François Damiens. Et je lui dis... En début, je lui dis, il faut que je me dépêche. Il fait, vous êtes pressé? Je fais, oui, j'interviewe François Damiens. Et à partir de là, c'était terminé. Toute l'interview, alors que le film dans lequel il jouait n'avait rien à voir avec François Damiens. Et il m'a parlé de François Damiens. Je fais, oui, alors, pourquoi ce film, Benoît Poelvoorde? Il fait, écoutez, c'est un film très bien parce qu'il n'y a pas François Damiens dedans. Et bien, c'est sûr, hein. Il coûte cher, François Damiens. Oui, il joue donc quoi comme merde déjà, ce truc? Et en fait, c'était ça tout le long. Donc, je l'ai dit à François Damiens le soir. Et pour terminer, après Benoît Poelvoorde le même jour était dans C'est à vous sur France 5 le soir. Et en fait François Damiens lui a fait une blague et l'a appelé sur son téléphone. Il se trouve qu'il ne coupe jamais son téléphone, donc son téléphone a sonné à Benoît Poelvoorde pendant l'émission du direct. Et en fait c'était François Damiens qui voulait le déstabiliser pendant son interview parce que il avait parlé de lui. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une réponse rapide, ça? Non, mais c'est juste pour avoir un ordre d'idée. Mais c'est pas grave parce que c'était croustillant. On n'en a pas perdu de miettes. J'avais oublié. Et je t'ai pas coupé, Ségolène. Hein, t'as vu? Il est bien élevé, Vincent. Tu nous as embarqué. Merci. Je ne pas à la prochaine. Mais non, c'était bien. On était complètement dans l'histoire. Alors, la même question posée à Eva et à Vincent. Hein, Eva. Alors, une fois, je vais interviewer Juliette Binoche pour un film où elle jouait Georges Sand, un film d'époque. Et avec mon confrère et camarade Vincent Josse, on avait une sorte de gimmick où on sortait une sorte de phrase, j'ai oublié laquelle, mais une phrase impossible à caser quelque part. Mais ça faisait une semaine on rentre pour l'interview une seconde avant, je lui dis, je te préviens, quoi que je dise, tu ne ris pas. Bon. Mais c'est pas ce que j'allais dire. Et j'arrive sur un film d'époque à caser cette phrase en question. Et il explose de rire, on entend le rire donc dans le magnétophone, et je raconte ça à Binoche qui elle-même est morte de rire, et c'était très dur de reprendre l'interview. Bien sûr. Et une autre fois avec le même Vincent, il voulait voir, j'interviewais Vanessa Paradis et il me dit, j'ai envie de la voir, je joue ton technicien. Il fait comme si tu étais mon technicien. Mettez votre casque, Eva, s'il vous plaît. Merci. Donc je lui dis, fais comme si tu étais mon technicien. Et comme il n'était pas vraiment technicien, il se sentait un peu coupable. Donc il rentre et il dit à Vanessa Paradis, je viens pour la prise de son. Elle dit, la prise de son? Mais je n'ai pas besoin d'une prise de son. Donc là, après, c'était très dur de faire une interview. Mais oui, c'est clair que c'est pas facile. Ça déstabilise. Vincent. Moi, c'était avec Eric et Ramsey, j'ai pas pu. C'est vrai. C'était au Festival de Cannes. Ils étaient excités comme des puces. C'était pour la tour Montparnasse infernale. Et ils étaient portés par le succès du film, fous de joie, comme des gamins. On n'a rien pu faire et rien pu garder. C'est vrai. Il y avait rien de possible. C'était un éclat de rire de 6 minutes à vivre sur le moment parce que ça pouvait pas se transmettre. C'était pas possible. Ces moments-là sont très excluants pour l'auditrice et l'auditeur. C'était pas en direct, heureusement. Heureusement, c'était enregistré. On est retourné 2 jours après et là ils étaient redescendus un peu et ça a été de nouveau possible. Ça allait mieux. Je rappelle les règles. On n'a pas le droit. On n'arrive pas à faire des réponses courtes. Oui, c'est vrai. Alors il est 15h10. Mais c'est bien de vous écouter raconter tout ça. Ça fait plaisir. Non, allez, on enchaîne avec l'interview, votre interview la plus pénible. Ah oui. Alors là, celle-là, vous pouvez balancer, parce que là, il y en a marre. Hein. Ah non, mais c'est de moi-même que j'ai envie de me moquer, pas de la personne interviewée. Une fois, on reçoit, c'était à l'époque avec Jean Lucas, on faisait le journal de 13h dans le 108, le grand studio, etc. Magnifique. Et pour la partie culture, on recevait Elia Kazan et un autre invité. Donc on avait gardé 20 minutes pour Elia Kazan et 7 ou 8 minutes pour l'autre.
Et il avait sorti un livre de mémoire de toutes sortes de choses. Et donc, il s'assoit, on lui pose la première question, et la réponse est assez étrange. À la deuxième, à la troisième question, on comprend qu'il n'entend pas bien. Et dans la salle, il y avait Bertrand Vanier, qui était le directeur adjoint de la rédaction à l'époque, qui comprend lui aussi, et qui lui met le casque. Sauf qu'il oublie d'ouvrir le son. Donc le peu qu'il entendait, il n'entend plus du tout. Et donc 20 minutes à poser des questions. Et donc des questions extrêmement vagues. C'était du genre une belle vie, n'est-ce pas? Et le cinéma. Et en se disant, peut-être qu'il va nous mettre quelque chose, donc des questions. Et quand on a terminé, il m'a dédicacé son livre en me disant merci pour votre patience. C'est sympa. Et c'est du direct. Oui, alors en plus c'était en direct. Vincent. Je vais vous faire gagner un peu de temps. J'ai pas de souvenir d'une interview pénible. Honnêtement, des plus intéressantes que d'autres, oui. Des plus enrichissantes que d'autres, oui. Mais quelqu'un avec qui je me suis ennuyé ou alors si j'ai vraiment été ou qui a été désagréable, parce que moi j'ai juste une anecdote très rapide. Là. Oui, vas-y, parce que moi personne. Maïwen. Maïwen, Infect. C'est vrai. En tout cas, ce jour-là, c'était pour la promo de Police, qui est un film génial que j'ai adoré. Et en fait, elle était de mauvaise humeur ce jour-là. Elle prenait des œufs à la coque. Des œufs à la coque ou à la coque? Non. À la coque. Pardon. Elle faisait ses mouillettes là devant tout le plateau de journalistes. Et puis un jour, et puis je lui demande, à un moment, je lui pose une question et je lui dis alors là, cet accouchement, vous l'avez filmé en vrai parce que ça paraît vraiment très très réaliste. Elle fait, vous croyez vraiment que j'ai filmé un accouchement en vrai? Non mais n'importe quoi. Elle m'a envoyé chier, mais vraiment. Et tous les autres journalistes se sont marrés comme si ma question était vraiment ridicule. Et c'était pas du second degré. Non, elle était vraiment désagréable. Après, c'était peut-être ce jour-là, mais en plus, si elle connaissait un peu mieux le cinéma, elle saurait que Robert Altman a filmé un véritable accouchement dans Dr. T et les femmes. Donc, on peut filmer un véritable accouchement au cinéma. On peut peut-être lui apprendre. Mais surtout qu'elle a filmé des vrais trucs, des vraies engueulades, des vrais pleurs, etc. Donc, ça aurait pu être le cas. C'était pas une question idiote, Ségolène. Non, mais c'est vrai en plus. Bon, l'interview la plus difficile à obtenir, celle où vous êtes battu, vraiment, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, je vais bien finir par l'avoir, Eva, quelqu'un de. Là, je vais sembler encore un télo, pardon, mais ça a été Alain René qui donnait pas d'interview radio. Et je crois que, je sais pas, c'est au bout de 15 ans qu'un jour, il a dit oui. Et c'était formidable parce qu'il était en plus drôle. Alors là, je révise comme si je passais la grecque de René. Pareil, il y a des gens comme ça où c'est extrêmement rare, c'est-à-dire que vous revoyez tout, vous lisez tout, etc. pour pouvoir après avoir la tête libre, avoir beaucoup préparé et donc pouvoir être à l'aise pour lui parler. Et c'était un moment absolument formidable, mais je lui dis, ça fait partie des gens où, oui, ça a bien mis 15 ans. Oui, ça valait. Franchement, c'est un immense réalisateur. Je me souviens une fois, Soderbergh disait qu'il trouvait que après René, à un moment, il avait voulu arrêter le cinéma. Il disait que dans l'invention de la grammaire du cinéma, René, c'était ce qu'il avait vu de plus intelligent. Et je lui avais dit, si un jour j'arrive à faire un entretien croisé entre vous et René, est-ce que vous seriez d'accord? Il était d'accord sur le principe, mais bon, après René a disparu. Dommage. Mais ces 15 années de patience. Moi, ça a été Woody Allen. Woody Allen. J'ai mis presque 18 ans pour arriver à convaincre que je devais rencontrer Woody Allen un jour. Et puis, on m'avait dit, méfie-toi, comme il répond en général que par oui ou par non, prépare beaucoup de questions. J'en ai posé que 4, tellement il a répondu longuement à toutes mes questions. Génial. Ça a matché. Il y a eu un truc, c'était pour Matchpoint d'ailleurs. Ça a matché pour Matchpoint. Qui reste son meilleur film, on est d'accord? Un des de la période récente, parce que dans les années 70, il y a eu des trucs bien quand même. Mais ça valait le coup d'attendre. Et puis c'est jouissif et c'est des grands moments quand en plus ça aboutit sur quelque chose de constructif comme ça. C'était un grand moment. Alors moi, j'ai mis moins de temps à obtenir celui. Moi, c'était Jean Dujardin que j'arrivais pas à avoir, en fait, parce qu'il était déjà interviewé sur d'autres émissions de France Bleu, donc je passais par les attachés de presse, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, il se trouve que je l'avais déjà interviewé par le passé, notamment à Nice, à France Bleu Azur, quand je travaillais en région. Et 6 ans après, je suis à Paris, je l'interview pour le film Le Dain de Quentin Dupieux. Et il se souvenait de moi, il fait, mais Ségolène, 6 ans après, il se souvenait de moi en interview, un truc de fou. C'est génial. Et donc, du coup, on a gardé contact à partir de ce moment-là, sur les réseaux sociaux. Et donc, comme pour un des derniers films qu'il a fait sur les chemins noirs, je n'arrivais pas à l'avoir en interview par les attachés de presse, je suis passée directement par lui. Je lui ai demandé directement. Et ça, les attachés de presse
J'adore. Et du coup, alors, l'attaché de presse, le jour même, m'appelle, fait Ségolène, oui, bonjour. Finalement, Jean m'a dit que vous lui avez écrit et tout. Je savais pas que vous vous connaissiez. Oui, du coup, c'est bon pour l'interview. Parfois. C'est génial. Merci Ségolène pour cette confidence. Il est 15h15. On fait un petit point tout de suite avec Lucas sur les dons justement. Où en sommes-nous, mon cher Lucas? Eh ben, on a quand même bien avancé parce qu'on est à 173 903. Ah ouais. Donc, ça bouge ça. Encore 100 € et on est à 174 000. Et donc, c'est cool. Moi déjà, alors je vais déjà commencer par les mettre et puis comme ça, on peut considérer qu'on est voilà. 100 €. J'ai regardé du coup sur le simulateur du site des Restos du Cœur. Ça fait combien sur les En fait, ça fait 25 €. D'accord, mais attends, parce que Vincent vient de rajouter 100 là. Oui, je viens de rajouter 100. Merci Vincent. Je peux pas le faire là, je vais le faire de façon effective, mais T'as pas du cash? T'as pas du cash? pas assez. Non, parce que là, si je compte bien, on est à 4, on a 5 camions, enfin 4 camions et demi là à peu près là. Hein. Un petit peu moins. Ouais, si, c'est ça. Hein. Ouais, à peu près. Il nous manque combien pour avoir le 5e camion? Alors là, ça calcule. Je suis très nul en maths, mais je vais regarder ça. Je vais regarder ça. 20 000 par camion. Le temps d'écouter un titre il manque 25 000. Merci beaucoup à Henri ou Benjamin. Henri qui m'a donné la réponse. Alors je vais pas les mettre tout de suite, mais ok pour les sons. Voilà, merci beaucoup Vincent. Et si comme Vincent vous voulez faire un don pour les Restos du Cœur, c'est Radio Resto pendant 48 heures. Rendez-vous dès maintenant sur radio.restoducoeur.org. Voilà. Les enfoirés, ils sont venus, ils sont tous là. On les écoute maintenant et on revient juste après. On a plein de questions à poser à l'ensemble de nos invités. Merci d'être avec nous. Vous pouvez envoyer le disque à moins qu'il commence a cappella. Il commence a cappella. Donc je me tais maintenant et je vous souhaite la bienvenue sur Radio Resto.
Bienvenue sur Radio Resto, il est 15h20 et nous sommes ravis de vous retrouver cette année encore pour cette 4e saison de Radio Resto. Un don plus un don plus un don égale un camion. Les garçons, allons-y. Radio Resto, 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Merci Benjamin, merci Henri qui sont en régie et les élèves du Studec qui sont mobilisés évidemment pour faire que tout cela est possible avec le Crédit Mutuel notamment qui est partenaire, Alliance notamment. J'ai oublié personne, non? Si, c'est bien de les citer. Oui, c'est bien. Il nous soutient, il nous aide. C'est important de les citer ces gens-là quand même. Ils donnent du pognon alors. C'est toujours important les partenaires. Toujours. Merci. Il faut savoir dire merci dans la vie. Si vous venez de nous rejoindre, oui, c'est la moindre des choses. Eva Béton est toujours avec nous. Ça va, Eva? Mais très bien, j'ai pas l'air. Si, très bien. C'est tellement bon de vous entendre parler comme ça de toutes ces anecdotes, de tous ces souvenirs de cinéma. Exact. Franchement, je vis un rêve là avec vous. Ah, ça fait plaisir, Isa. Ouais, vraiment. Et alors Eva, évidemment, qu'on retrouve sur France Inter. France Bleu est représentée par Ségolène Aluni. Ségolène, ça va? Avec trop bien. Moi, je pourrais rester l'après-midi entière. Franchement. Il nous reste 40 minutes, mais on va essayer d'en dire un maximum dans ces 40 minutes. Vincent Perrault d'RTL est là, lui aussi. Ça va, Vincent? On se régale, on parle de ce qu'on aime et en plus on essaie d'être un peu utile. Je peux faire une petite parenthèse très rapide, bien sûr. Parce qu'il y a un truc qui depuis le début de l'émission me fait plaisir autant que ça m'émeut. Juste en face de moi, juste derrière Ségolène, j'ai un portrait de Coluche là sur l'affiche des Restos du Cœur. Mais il est pile poil dans mon axe de regard. J'ai l'impression qu'il est là, qu'il nous regarde, qu'il nous écoute et qui se dit merci à vous tous les gars d'être là, parce qu'on raconte nos petites histoires de ciné, mais le plus important c'est qu'ils appellent, c'est que ceux qui nous écoutent fassent des dons et qui contribuent à ces camions dont on a besoin pour transporter toutes ces denrées alimentaires. Donc on est là pour se faire plaisir, mais oublions pas la cause. Redonner l'adresse et appeler et donner quelque chose. Parce que le monsieur qui est devant moi là, il a fait ça un jour sans se douter de ce que ça allait devenir et c'est important de le faire pour lui et pour tous ceux qui en ont besoin aussi, me semble-t-il. Ouais, c'est clair. Merci Vincent. C'est clair. Merci Vincent, tu as raison. Et justement, Lucas, pour faire des dons, on fait comment? Il faut aller sur le site radio.resto avec un S du cœur.org et puis il y a un petit rond rose, on peut pas le louper parce qu'il est très flashy avec marqué faire un don. On rentre ses infos bancaires et en plus c'est défiscalisé de 75%. Coluche, qui s'il nous écoute du paradis, doit être content de ce qu'on est en train de faire, j'imagine, je l'espère du moins, mais qui doit être en colère aussi de savoir que les Restos du Cœur sont encore d'actualité en 2023. 38 ans après. Hein, ouais, 38 ans après, en effet. Si on repartait dans nos répliques de films, nous on a envie de jouer tous les deux, on voit. À un moment donné, je vais te dire, quand même, tu y vas Isa ou pas? Allez, vas-y, lance-toi Vincent. Bon d'accord, alors attends, bouge pas, plouf. C'est cruellement... Alors, réplique de film, attention. Hein. Donc on donne la réplique d'un film, vous devez donner soit le titre du film, soit le réalisateur, ou soit le comédien qui l'interprète. Vous êtes prêts? Oui. La citation est la suivante. C'est cruellement fatigant d'être intelligent, je sais pas, faudra que j'essaie. C'est un joli mot en tout cas, mais c'est cruellement fatigant d'être intelligent. Je sais pas, il faudra que j'essaie. C'est trop fatigant pour moi, je suis pas assez intelligente, j'ai pas la réponse. Si on dit François Pignon. C'est plus un indice. Oui, alors attention. C'est plus un indice, c'est la réponse. C'est tout Isa, ça. Je te jure. François Pignon, ça aurait pu être plusieurs films. Ça aurait pu être L'Emmerdeur, ça aurait pu être Le Dîner de con, c'est un personnage récurrent de Francis Weber. C'est vrai. Mais oui. Et oui. Mais là, c'est le Dîner de con. C'est ça. 1998. Ouais. Et c'est l'échange entre Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. Avant la réplique d'Isa, dans quelques secondes, on va partir au standard où nous a appelé Pascal qui est là. Bonjour Pascal. Bonjour. Bienvenue sur Radio Resto. Vous nous appelez de Loire-Atlantique à Nantes. C'est bien cela Pascal? C'est bien ça. Voilà, vous avez 60 ans. Vous faites quoi dans la vie? Je suis informaticien. D'accord, toujours en activité. Merci d'avoir eu la gentillesse de nous appeler. Vous vouliez nous parler de quoi Pascal? Vous vouliez une question peut-être pour quelqu'un de l'équipe ou un message pour les bénévoles? Non, j'avais un message. Je suis donateur des Restos du Cœur depuis bien longtemps. Voilà, et puis je suis
le fonctionnement des restos. Et puis j'ai reçu le mail là pour le jeu des 3 questions. Donc, c'est pour ça que. Ah oui, vous vouliez jouer au jeu des 3 questions. Ah, c'est pour jouer. Mais on nous avait dit qu'on jouait pas. Bah oui, parce que alors moi je voulais le faire et les gars m'ont dit vous les avez les 3 questions ou pas, les gars? Ah bah du coup non alors. Ah bah ils les ont pas. Sinon, c'est bien rondement mené. Ouais, mais alors le problème c'est que alors non, parce que alors attendez, je vous explique, Pascal. C'est qu'en réalité, il y a 5 camions qui sont dans la partie. En réalité, pour ce jeu proprement dit, mais nous n'en avons pas nous dans cette émission-là. Je sais pas si je suis clair. D'accord. Moi, j'ai rien compris. J'ai vu le numéro, j'ai appelé. Je voulais participer au camion. Eh ben c'est pas grave, mais si vous voulez nous envoyer un camion, vous pouvez, Pascal. Hein, cela dit. Okay. Merci beaucoup de nous avoir appelés et à très très bientôt. Ils sont drôles au standard. Ils m'ont fait. Ah, les gars, bravo. Vraiment là, les gars, je te jure, vraiment. Bon, Isa, une petite réplique s'il vous plaît. Alors, vous devez trouver le film, je vous rappelle. Ah ouais. C'est l'angoisse du temps qui passe, qui nous fait parler du temps qu'il fait. Ah, c'est beau. Ah oui, c'est beau, mais c'est l'angoisse compliqué. du temps qui passe qui nous fait parler du temps qu'il fait. Allez, un indice parce que là. Ah oui. Franchement, c'est horrible. Le titre du film est assez long et assez joli, je trouve. Et il est très long. Et la voix. C'est un film français ou français, oui. Français. Oui, pour un titre long. Et dans ce de film, quelles années c'est une bonne question, Eva Bétan. Je dirais... Donne-nous le titre, on va te donner l'année. La vie est un long fleuve tranquille. Non, c'est pas mais ça. c'est un long titre un peu dans ce genre-là. D'accord. Je cherche la réponse pour l'année. Faut pas prendre les enfants Faut du pas bon prendre Dieu les enfants pour du bon Dieu pour les un canards sauvages. Mais non, c'est pas le type de réponse. C'est un petit peu C'est juste un film long, assez long. C'est un peu moins long que ça quand même. C'est un film de Jean-Pierre Jeunet. Amélie Poulain. Oui, bonne réponse de Vincent Perrault. Mais oui. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est pas si long que ça. Non. Non. On a fait pire. C'est l'angoisse du temps qui passe qui nous fait tant parler du temps qu'il fait. Donc le fabuleux destin d'Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet. C'était quelle année 2001, j'ai vérifié. 2001. Mais alors, figure-toi que j'ai qu'une barre de réseau, moi, ici. Alors, ça capte pas. J'ai réussi à choper 2001, mais à la dernière seconde, dernière ligne droite. Vous êtes prêts? Attention. Oui. Vous avez de la pâte? Bon, vous avez du sucre? Oui. Avec la pâte, vous faites une crème. Vous mettez du sucre dessus, ça fait une crêpe au sucre. Podane. Non, mais sans déconner, Ségolène. Je crois que Ségolène confond avec le cake d'amour. Ah non. Quand elle met sa bague à l'intérieur de la pâte. Exactement. Premier film que j'ai vu. Et qu'est-ce qu'il voulait? Encore une crêpe au sucre. Voilà. Et ne revenez plus ici, vous, monsieur. Et la réponse les bronzés font du ski. Voilà. Quel est le plus gros défaut de Bernard? Il est égoïste. Non, mais sur les skis. Oui. Ce que tu vas faire, Bernard, c'est que tu vas retirer un ski. Mais c'est complètement con, je vais me casser la gueule. Mais comme ça, tu vas bien te rendre compte de l'utilité des 2 jambes. Effectivement, et après, t'as Julien qui tombe. Il refait tout le film. Ah oui. Ah mais j'adore. Mais on peut le réciter entièrement, ce film. Entièrement. Regardez-moi la dentelle, la finesse du point. Ah, il y a la télé. Tu sais, c'est quand ils arrivent à la fin chez les montagnards. Eva, les bronzés font du ski, ça. Non, ça va. J'aimerais aimer les bronzés font du ski aussi. Ça va. Ça va. C'est juste la cité de la peur. Et par cœur. Mais il y a que la cité de la peur, ma grande honte. Mais à part ça, ça va. Alors Ségolène, tu disais que Podane, c'était ton premier film, le premier film que tu avais vu petite. C'est un des premiers films que j'ai vu et qui m'a vraiment marqué parce que j'avais un délire de princesse comme à peu près toutes les petites filles de mon époque et donc du coup j'étais fascinée par les chants de Catherine Deneuve, mais c'est pas Catherine Deneuve qui chante, je l'ai su plus tard, et par les robes, robes incroyables, la tenue de lumière, etc. Couleur de lune, ouais. Alors c'est quoi, Vincent et Eva, pour vous le premier film? Le premier dont on se souvient. Premier film d'enfance qui vous a marqué? Alors, moi, je suis obligée d'un tout petit peu raconter ma vie, pardon. Moi, je suis à Casablanca et on allait, il y avait un soir où on allait, on disait on va en VO. Et on devait avoir 12-13 ans. Et c'était à 18h. Et pour nous, c'était sortir le soir. On se rendait pas compte que c'était une sorte de ciné-club où on nous montrait on a vu des Fritz Lang, des Mankiewicz, sans savoir ce que c'était. Et les images qui ont marqué mon imaginaire, c'est des images de films, au fond, que je ne comprenais pas. Dans Le Tombeau hindou, ou c'est dans Le Tigre du Bengale, il y a quelqu'un qui entre dans une léproserie et la porte se ferme. Et cette terreur-là est fondatrice. Il y avait, par exemple, Soudain l'été dernier de Mankiewicz, qui est un film psychanalytique avec Catherine Hepburn, Elizabeth Taylor, avec une manipulation, avec l'homosexualité, etc. On n'avait même pas peut-être 12 ans. Donc, on nous a montré tout un tas de films du répertoire et sans nous dire, vous allez voir, c'est des films importants, etc. Et je trouve que c'est formidable de voir le cinéma comme ça. Parce que c'est entré dans notre tête. Par exemple, moi, j'étais souvent la plus jeune. Je comprenais pas comment les gens savaient que le film allait finir et moi pas.
parce que j'avais rien compris, mais au fond, il y avait des images qui étaient restées. Et ça, je trouve que c'est une expérience qui peut plus exister aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de films à la télé, il y a beaucoup de films partout. C'était la distraction majeure au cinéma. On allait 2 fois par semaine, plus le ciné-club qu'on n'appelait pas le ciné-club. On disait ça, aller en VO. Et c'est joli, aller en VO. Ouais. Très joli. Alors, moi, ce que je vous propose... Vincent nous a pas dit son film de l'enfant. James Bond à tous les coups, alors non, c'est pas un James Bond, ça aurait pu. Non, celui que j'ai vu enfin, je vous passe tous les Disney qu'on nous fait voir quand on est gamin. Le premier film qui m'a marqué profondément, c'est un film de serial killer français quand on y réfléchit bien. C'est Peur sur la ville. Ah oui. J'avais 9 ans, je vais voir Belmondo qui court sur les toits des galeries Lafayette à la recherche de Minos, avec cette musique ultra angoissante d'Ennio Morricone. Alors j'ai commencé à grimper sur les toits de ma maison, après pour imiter Belmondo. Aïe, non. Et si, je l'ai fait vraiment. T'as pas le vertige, hein. Et non, heureusement. Mais ce film m'a profondément marqué. Le polar, le côté serial killer, les dialogues de Francis Weber et tout ça. Et c'est un film qui m'a suivi toute ma vie. Et tu es passionné par l'univers de Jean-Paul Belmondo. Tu as même écrit sur Jean-Paul Belmondo. C'est surtout que si j'avais pu imaginer un jour que bien des années plus tard, non seulement je le rencontrerais, que j'aurais le privilège de faire partie de son cercle un petit peu intime, et que je réaliserais et produirais le film de sa vie, de sa carrière, que ce serait sélectionné au Festival de Cannes et qu'on ferait autour de lui une soirée spéciale là-bas, pour lui remettre une palme d'or d'honneur. Là, je pense que j'aurais jamais imaginé que c'était quelque chose de possible un jour. C'était un rêve tout éveillé. Tu pourrais faire de la radio, tu sais. Parce que là, ce millefeuille que tu viens de nous composer pour arriver jusqu'à la palme, c'était fabuleux. Oui, mais c'est magnifique. De Peur sur la ville à cette soirée magique et inoubliable avec lui. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Félicitations Vincent, bravo, vraiment bravo. On revient sur les questions. Il sera question d'ailleurs de Jean-Paul Belmondo dans ces questions. Une série de questions, vous êtes prêts en rafale? On Des réponses rapides, hein, d'accord. Okay. Isa, tu veux commencer? Vas-y, à toi l'honneur. Qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur en 2020 pour son rôle dans Joker? C'est Joaquin Phoenix. Bonne réponse, et il a aussi remporté le Golden Globe la même année. Isa. Quel acteur joue le rôle du Premier ministre anglais dans le film Love Actually? J'ai pas vu. Colin Firth. Colin Firth. Non, c'est pas ça. Non. Mais j'ai toujours rêvé de faire ça. Hugh Grant. Oui, c'est Hugh Grant. Voilà. Je les confonds toujours un peu tous les deux. Moi non, mais je me suis juste plantée. C'était en 2003, juste après le succès de 4 mariages et un enterrement. Il est 15h33, si vous venez de nous rejoindre sur Radio Resto, vous pouvez toujours faire des dons, radio.restoducoeur.org et sur l'application à télécharger évidemment. On poursuit avec une nouvelle question. Qui est le réalisateur de la série de films Les Tuches? Jean-Paul Rouve. Non, qu'est-ce que je raconte? Olivier Barou. Oui, absolument, Vincent, c'est ça, qui a débuté avec Cadmerade, on s'en souvient, et notamment chez Jean-Luc Delarue avec le duo Cad et Olivier. Le premier Tuche est sorti en 2011, Isabelle. Ouais. Et alors, on en parlait il y a un instant, un long dimanche de fiançailles. Donc, quelle actrice a remporté un César pour ce film en 2004? Marion Cotillard ou Audrey Tautou? Oui, c'est Audrey Tautou. Eh ben non, en fait, c'est Marion Cotillard, meilleure actrice dans un second rôle. Ah bah oui, second rôle, parce qu'elle a le premier Audrey Tautou. C'est terrible, c'est que je me souviens plus d'elle dans le film. C'est Marion. C'est dommage parce qu'elle est là. Pardon, Marion. Non mais Jodie Foster, bien sûr. Elle a un petit rôle dedans, ouais. Tout petit, mais très marquant. Pas trop, visiblement. Oui. Ça devrait aller vite pour cette réponse à la question suivante. Qui joue le rôle de Jules César dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre? Alain Delon. Alain Chabat. Alain Chabat. Oui, qui a réalisé ce film en 2002. 15 millions d'entrées quand même pour ce film, Isa. En 2008, qui a joué le rôle de Jacques Messrine au cinéma? Vincent Cassel. Oui, bravo. Et précédemment, Nicolas Silberg dans une version plus ancienne d'un film d'André Génovès sur le même sujet. D'accord. Impressionnant. Mais quel... Non, mais... C'est fou. Écoute, et qui était le deuxième accessoiriste du film? Roger Andrieux.
Alors Vincent Cassel, donc qui a interprété le gangster tué par la police, c'était le 2 novembre 79, Isa. Ouais, c'est ça. Il a fait donc ce film réalisé par Jean-François Richet, et puis il a fait L'Instinct de mort et L'ennemi public numéro 1. Et il en a fait 2. Et il s'était vraiment métamorphosé pour ce rôle. Je sais pas si vous vous souvenez, il avait pris du poids. Bon, après, je crois qu'il avait des prothèses aussi, mais il était vraiment cruellement métamorphosé. Oui, ça faisait bizarre. Ouais. Alors certains disent Mesrine, d'autres disent Mérine. Enfin bon. Moi, j'ai choisi Mesrine. Alors, quel est le nom du personnage joué par Franck Dubosc dans les films Camping? Patrick Chirac. Patrick Chirac, voilà, exactement. Le premier volet est sorti en 2006, les deux autres en 2010 et en 2016. On continue. Qui a remporté le César du meilleur acteur pour le film Intouchable? Ah, c'est Sy ou Cluzet? C'est Omar Sy? Non, c'est Omar. Oui, c'est Omar Sy, mais oui, il a même fait un discours de remerciement formidable et extrêmement touchant et émouvant. Eh oui, parce que François Cluzet était nommé aussi, c'est ça qui est dingue, dans la même catégorie. Et je trouve ça difficile, moi, pour deux acteurs. Ils auraient comme ça d'être un prix commun. Exactement. Ça aurait eu du sens. Oui, c'est vrai. Absolument. Parce que l'un sans l'autre n'existait plus finalement en plus. Donc c'était vraiment un tandem inséparable. Intouchable, c'est clair, c'est joliment dit. Quel acteur a joué aux côtés de Johnny Hallyday dans L'Homme du Train, réalisé par Patrick Lecomte en 2002? C'est bien Jean Rochefort. On parlait des voix d'acteurs tout à l'heure. Celle de Jean Rochefort, dès qu'on y pense, on l'entend, comme celle de Marielle ou de Noiret. Mais il y a eu à cette époque-là quand même des fournées magiques d'acteurs. Jean-Paul Belmondo m'a dit: est-ce que tu réalises que quand j'étais au conservatoire, dans la même classe que la mienne, c'était Annie Girardot, Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Françoise Fabian, Bruno Kremer. La promo incroyable quand même. Il y avait de temps en temps comme ça des fournées qui arrivaient et qui marquaient les 30 ans qui suivaient au cinéma et à la télé et au théâtre. C'est vrai. Jean Rochefort qui nous a quittés en 2017 à l'âge de 87 ans et il campait le rôle d'ailleurs dans ce film d'un professeur de lettres à la retraite qui recueille donc le chanteur en l'occurrence qui jouait le rôle de gangster. Et qui lui fait mettre des pantoufles. Johnny Hallyday en pantoufles. C'est extraordinaire. La co-cinéma qu'on peut voir ça. Ah oui. En parlant de Johnny Hallyday, ça me fait penser à Eddie Mitchell. C'est dans quel film que Eddie Mitchell conduit une voiture alors qu'il n'a pas le permis et que vous savez, il y a quelqu'un Eddie Mitchell est au volant d'une Laguna, je crois d'ailleurs, une Safran de mémoire, et il n'a pas le permis. Donc c'est quelqu'un qui appuie avec ses mains. Vous n'avez pas l'info? On va essayer de la trouver d'ici. C'est Lelouch, de Claude Lelouch, non? C'est Eddie Mitchell? C'est Eddie Mitchell qui joue dedans, Et il faut trouver avant 16h. Combien de spectateurs ont vu le film Bienvenue chez les Ch'tis au cinéma? Ah ouais. Je crois qu'on était à 20 millions. C'est devenu le film qui a dépassé. Il a dépassé Titanic ou pas? En France, Il a dépassé La Grande Vadrouille. Il a dépassé La Grande Vadrouille, voilà. La Grande Vadrouille, c'était 17 millions de spectateurs et Vincent n'était pas loin de la réalité puisque c'est 20,5 millions en l'occurrence. Et Titanic, c'était aussi un score très important. C'est les trois qui ont je crois qu'ils ont dépassé Titanic. Oui, je crois. Il a coulé le Titanic. Dany a coulé le Titanic. Qui ont coulé le Titanic. Quel surnom est parfois donné à Alain Delon au Japon? C'est pas le dieu? Non. Le samouraï? Le samouraï. Il manque quelque chose, c'est le samouraï du printemps. Mais on vous l'accorde quand même. On vous l'accorde, Eva. Et les Japonais s'étaient identifiés donc à Alain Delon, admiré pour sa beauté dans le pays du soleil levant. Et l'acteur est idolâtré là-bas et les Japonais donc voulaient tous lui ressembler. Et ils l'ont appelé le samouraï du printemps. Et voilà, et puis c'est tout, et puis c'est dit, et puis c'est bien dit. Merci Isabelle. Vous voulez une anecdote avec Alain Delon? Avec plaisir. J'osais pas vous demander. Alors, c'était la fête de la musique du temps de Jacques Lang, ministre de la Culture, et il avait convaincu les Russes de faire une fête de la musique. Donc il fait un voyage, un avion incroyable, je ne sais pas d'où venait cet avion, et moi en tant que journaliste, on était peu nombreux, 2 ou 3 journalistes, il y avait dedans Alain Delon, il y avait Eddie Mitchell, et on se balade dans la rue, une des grandes rues de Moscou, la rue de l'Arbat. C'est comme, je sais pas, une rue très connue. Et les gens n'étaient bien sûr pas prévenus. Il y avait des peintres de rue, vous savez, comme ici à Place du Tertre ou ailleurs, qui peignaient Alain Delon. D'accord. Et il le voit en vrai. C'est-à-dire pour dire à quel point c'est une star en Russie. Et donc, à un moment, ils nous font faire tout un tas de trucs et on fait un tour sur une sorte de bateau-mouche
Et je descends pour, je sais pas, chercher quelque chose. Et il y avait le don qui me disait, Eva, montez, vous parlez pas le russe, vous avez pas d'argent, le bateau va partir, vous allez être toute seule. C'était extraordinaire parce que ça faisait colo de vacances. Et à la fin de la journée, il dit Mitchell, il disait, pour vivre ici, il faut beaucoup de Bourbon, il faut beaucoup de Bourbon. Ça avait été un voyage incroyable. Et à l'arrivée, il y avait 2 personnes qui jouaient de la musique dans un coin, voilà. Donc, Alain Delon, et c'était drôle, hein, parce que c'est une immense star chez eux. C'est une immense star partout. Hein. Delon, Belmondo, la Russie, l'Amérique du Sud, partout. Je crois même qu'il y a des cigarettes Alain Delon, je crois qu'ils sont vendus. Alors évidemment, loi E20 oblige, on n'en parlera pas de tabac, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au Japon ou en Chine, je ne sais plus, mais il y a carrément des cigarettes qui portent son nom. Ah oui, des parfums, c'est incroyable. Tout, Quelle actrice française a joué dans le James Bond Rien que pour vos yeux aux côtés de Roger Moore? Carole Bouquet. Oui. Bravo. Sophie Marceau, tu sais aussi, Vincent? Demain ne meurt jamais. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mince. GoldenEye. Non, c'est pas ça. Non. Je suis nul en James Non, mais Bond. c'était dans un Pierce Brosnan. Le monde ne suffit pas. C'est ça. Bravo, Ségolène. Et enfin, Isabelle, avant d'écouter les Blues Brothers dans un instant. Pour les besoins de quel film Georges Brassens a-t-il composé la chanson Les copains d'abord? Les copains tout court. Bravo. Enfin, c'est pas les copains tout court, c'est les copains. Virgule, tout court. Réalisé par Yves Robert, adapté du roman du même nom de Jules Romain, et sorti en 65. 65. En 65. En fait, ils étaient copains avec Yves Robert et Brassens. Yves Robert voulait une chanson pour le film et il a tout simplement appelé son pote en lui disant tu veux pas me faire quelque chose, c'est quoi le thème du film? Les copains. Et les copains d'abord, c'est venu tout seul, c'est devenu, et on ignore que c'est une chanson de film, parce que c'est un des plus grands succès de Brassens en fait. La chanson est beaucoup plus célèbre que le film. Mais oui, bien sûr. C'est vrai d'ailleurs. C'est un des rares cas où la chanson est beaucoup plus célèbre que le film. Ouais. Alors là, en revanche, là c'est égalité, parce que le film est aussi célèbre que la musique. Merci Ségolène. Everybody Needs Somebody to Love, les Blues Brothers, on les écoute, c'est parti maintenant. Et il est 15h41, vous êtes sur Radio Resto et nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Soyez les bienvenus pour faire vos dons. Radio Resto du Cœur.
c'est comme ça que ça se termine. De toute façon, c'était comme ça que ça devait se terminer, avec des applaudissements que méritent nos invités d'ailleurs, tellement ils sont intéressants, beaux et bons. Ça fait plaisir d'être avec vous. C'est un rêve de vous avoir, vraiment. On a bien fait de venir. Hein. On se régale. Allez, on y va. Radio Resto, 48 heures non-stop. Et j'embrasse le copain Philippe Liado qui prendra la suite dans quelques minutes. Philippe qui est tous les matins sur Nostalgie avec Philippe et Sandy et qui va vous proposer une émission absolument géniale avec des voix off, des voix antenne, des bandes annonces de films. Vous savez, ces voix qui nous font rêver. Philippe sera là dans quelques minutes, dans un petit quart d'heure maintenant. C'est ça la magie de la radio justement. On est tous copains quoi. Enfin, il n'y a pas de rivalité. Alors évidemment, on regarde les courbes d'audience, on regarde nos scores comme ci comme ça. Mais on est tous passionnés de radio et c'est un bonheur. C'est une vraie famille. C'est une vraie famille. La radio, beaucoup plus qu'à la téloche. Hein. Ah oui, mais il n'y a pas photo. La télévision, c'est panier de crabe, beaucoup plus à la radio, c'est vrai. Et plus qu'au cinéma, c'est vraiment cette grande famille du cinéma. Ah bah oui. Il y a des clans. Il y a beaucoup de familles au sein de la grande famille. Voilà, et tout le monde ne s'entend pas forcément si bien que ça. Dans les familles, il y a aussi les atrides. Enfin, il y a toutes sortes de familles. C'est pas forcément des familles aimantes. Je pense que c'est plutôt un cliché. C'est un milieu. Comme il y a un milieu médical, comme il y a un milieu, mais j'ai jamais aimé cette phrase-là, parce que je la trouve fausse. C'est vrai. Elle sonne faux. Ah ouais, on va pas la prononcer. Je rappelle qu'on est avec donc Eva Bétan de France Inter, Vincent Perrault de RTL et Ségolène Aluni de France Bleu. Exactement, Isabelle. Et on va partir au standard. On va en Mayenne, dans le 53, si je ne dis pas de bêtises, avec Baptiste qui est à Pomas. Bonjour Baptiste. Bonjour Vincent. Ça va ? Ça va et vous ? Eh ben ça va pas mal. Qu'est-ce que vous faites, Baptiste ? On peut se tutoyer, Baptiste. Non, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Baptiste ? Je travaille en restauration. En restauration, d'accord. Là, ce week-end tu travailles ou c'est du lundi au vendredi ? Non, du lundi au vendredi. Ok. Et donc tu nous as appelé parce que déjà tu nous écoutes. Merci infiniment de le faire. Merci de soutenir les Restos du Cœur. Et tu voulais parler avec Eva, Ségolène, Vincent, Isabelle et moi de cinéma. Ça tombe bien, c'est le moment. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ? En fait, c'est un plaisir de vous écouter depuis 2 heures et j'ai un coup de cœur cinéma que chaque fois que je le vois, c'est toujours une claque dans la gueule. Le film, c'est Ready Player One de Steven Spielberg. Ah oui. Et un très bel hommage à la pop culture d'hier et d'aujourd'hui. Et déjà réalisé par Spielberg, c'est du grand art, mais le film est génial. Franchement, je m'en lasse pas de le voir. Ce qui est amusant avec ce film, c'est d'essayer de trouver toutes les petites références qui sont planquées. Il y en a des centaines. Il y a des auto-références à son propre cinéma aussi. C'est très très sympa, très bien fait. Les K2000, les retours vers le futur, il y en a tout pour tous les âges. Tout le monde trouve son plaisir dans Ready Player One. Il a raison. Si vous aimez Spielberg, allez voir son dernier film, The Fableman. Là, ça n'a rien à voir. C'est un autre registre, je sais. Non, mais si vous l'aimez, si vous avez suivi beaucoup de ses films. C'est le film le plus où il parle de sa famille en quelque sorte. Il parle de ses parents, il parle de ce qu'un divorce fait sur un enfant, de la part de culpabilité quelquefois que les enfants croient avoir dans la séparation de leurs parents. Il parle de son amour du cinéma. Voilà, si au-delà de ce film vous avez envie, je me permets de vous donner ce conseil. On note. Merci Eva. C'est noté. Pascal, vous avez une autre question ou un autre message peut-être ? Non, c'est bon. Eh ben c'est bon. C'est bien, c'est déjà très bien. C'est tout pour le moment. Merci Pascal, à bientôt. Et si comme Pascal vous voulez nous joindre, Lucas c'est facile, le numéro n'a pas changé. C'est toujours le 01 46 20 31 31. On va rendre l'antenne dans 12 minutes pour la donner, je le disais à Philippe Liado. Un point sur les dons, où en sommes-nous s'il te plaît ? On en est à 174 940, donc on augmente encore, c'est très cool. Et si vous voulez rajouter de l'argent dans notre cagnotte, c'est radio.resto avec un S du cœur. .org. Exactement. Et puis juste, je le disais tout à l'heure, hein, c'est la 4e saison de Radio Resto, mais 1 million d'euros ont été récoltés grâce à Radio Resto lors des 3 premières saisons. Donc c'est énorme, c'est beau, beaucoup d'argent. Beau. Il faut continuer. Il faut continuer de la radio libre tout au long de ce week-end, 48 heures de direct avec toutes les animatrices et tous les animateurs de France, enfin du moins le plus possible. Merci au Studec, merci à Fabrice Legrier aussi qui encadre tout cela avec talent. À Silvio Marchione et à toute l'équipe, merci beaucoup. Il est 15h50, on continue avec des répliques de films. Après, on vous demandera à qui vous pourriez donner un Oscar ou un César d'honneur. Alors, on vous demandera pour l'acteur, pour l'actrice et pour le réalisateur. Ça, c'est juste pour que vous commenciez à vous préparer un petit peu. Sacrée question, ouais. T'as vu un peu on y va pour la réplique. Alors, j'en ai une. Isa, t'es prête ? Ouais. Vous êtes prêts ? Oui. On y va.
Moi, j'adore ces ambiances Bon, je recommence. Super. Mais alors attends, en plus, je sais pas, ça tombe très bien que parce que j'ai pas la bonne page. C'est page 4. Faut que je parle avec toi là. Non, pas là. Ah, t'es tout seul, c'est un monologue là. Ouais, c'est bien préparé votre truc. Alors, c'est routier réplique, deuxième. Action. On l'a refait. J'adore moi ces ambiances j'adore ces ambiances d'ANPE, c'est convivial, c'est chaleureux, puis c'est agréable d'être humilié de temps en temps. J'ai vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. C'est une comédie? Ou c'est un drame? Du coup, c'est second degré ou pas? Plus comédie quand même. Ouais, plus comédie quand même. Non, oui, comédie. C'est sorti en 2000. J'adore ces ambiances d'ANPE, c'est convivial, c'est chaleureux, et puis c'est agréable d'être humilié de temps en temps. À l'époque, ça s'appelait évidemment pas Pôle emploi, vous l'avez compris. Ouais. Maintenant, c'est France Travail, d'ailleurs. Ça va se transformer en France Travail. Oui, Pôle emploi se transforme encore une fois, il change. Oh, dis donc. Et ça ne nous aide pas pour trouver le titre. On a beau noyer le poisson très habilement, bravo Ségolène, mais ça ne revient pas. Dans ce film, celui qui donne cette réplique s'appelle Jean-Jacques Castella. Oh, la colle. Il a joué, et je crois que c'est dans le même film, si je me trompe. Qui a préparé ces répliques? Vous auriez deviné, vous ou pas? Pas du tout. Mais c'est vous les experts du cinéma. Attendez, j'ai un indice. Dans ce même film, je pense que je me trompe pas. Il prend un cours d'anglais et il apprend. Oh, mais si, bien sûr. C'est Jean-Pierre Bacry dans Louis des autres. Et voilà. Castella, mais oui. Merci. Elle est mythique cette scène, non? Il apprend à dire the. Ah ouais, J'adore. Oui, À toi, Isa. Ça y est, c'est à moi. Alors, elle est très courte, préparez-vous. J'aime me beurrer la biscotte. Ouais, c'est 117. Allez là. Bien. Ouais, c'est 117. Le Caire d'espion, c'était en 2006. Phrase lancée par donc l'agent secret Jean Dujardin. Alamina, joué par Bérénice Bejo. Voilà, un autre très court, pareil en une phrase, sans patate. Oh, les trois frères. Voilà, en 95, effectivement, les inconnus, les malheureux perdants d'un héritage de 3 millions de francs à l'époque finissent par être obsédés par la moindre mention d'argent avec effectivement les inconnus qui visiblement devraient se reformer. Vous avez des infos là-dessus? J'ai entendu dire qu'ils étaient d'accord a priori pour le faire et que l'écriture avançait, non? C'est Bernard Campan a priori là qui avait les deux pieds sur le frein, mais finalement ça y est, il a rappuyé sur l'accélérateur. Bon, on n'arrête pas de faire des retours c'est un peu comme le Splendide, dangereux, on demande à voir, mais bon, croisons les doigts pour que ce soit top. C'est vrai. Isa, à toi? Les cons, ça ose tout. Les tontons flingueurs. Oui. Lino Ventura dans Les tontons flingueurs, c'était un film de Georges Lautner. Voilà. C'est trop bien ça. Attends, je l'ai dit jusqu'au bout quand même. Pardon, les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà, pour ceux qui la connaissaient pas, pour les plus jeunes qui nous écoutent. Mais c'est vrai que t'as raison, je sais pas qui a préparé cette émission, mais c'est improbable. C'est fouillis, Ah, écoute, t'es prête en page 6 ou pas? Oui, je suis prête. Mais madame, je vous jure. Mais Marie-Thérèse. Marie-Thérèse ne jurait pas. Mais oui, exactement. D'Étienne Chatiliez. Ah, écoute, vous l'avez, Eva, vous l'avez aimé ce film? Adoré. Ah, c'est vrai? Là aussi, celui-là, je l'aime beaucoup. Vous voulez nous faire une réplique? Ah non, je suis pas au point de faire les répliques. Non, mais je le visualise. Mais oui, mardi c'est ravioli, etc. C'est des choses qui sont rentrées dans le vocabulaire courant de la vie des gens. C'est ça qui est extraordinaire. Vrai. Et moi, j'ai fait la connaissance de Benoît Magimel à l'époque de ce film, puisqu'il était tout gamin. Il est le petit gamin aux yeux bleus. C'est le premier? Oui, c'est son premier film. Et je l'ai reçu dans une émission de télé sur France 3 à l'époque. À cet âge-là, et bien des années plus tard, il me dit « Oh, ma première émission de télé avec toi ». Et moi, j'avais la honte parce que je me souvenais plus du tout de quoi il voulait parler. Il dit « Tu te souviens pas ?» J'avais 8 ans, enfin 10 ans, je sais plus, La vie est un long fleuve tranquille. Et c'est vrai que je me souvenais plus que c'était lui qui avait fait ça dans le film. Mais toi, tu vieillis pas, toi. Comment tu fais pour pas vieillir comme ça? Il va au cinéma. C'est ça. Vrai, je vois 4 films par jour. C'est une fontaine de jouvence. Je vois pas d'autres explications. Non, mais c'est vrai. Écoute, c'est le fait d'être devenu père qui t'a. C'est possible. C'est possible. Généralement, ça fait l'effet inverse. Oui, mais avec Vincent Perrault, c'est pas non. Vous voyez? C'est Benjamin Button. Rien comme tout le monde, celui-là. Ah, je te jure. Ah bon, mais alors il s'appelle juste Leblanc, mais il a pas de prénom. Ah bah oui. Le dîner de con. Le dîner de con. Voilà, c'est ça. En 98, Thierry Lhermitte et Jacques Villeray. À toi, Isa. Monseigneur, c'est l'or, il est l'or. La folie des grandeurs. Ça aussi, c'est rentré dans le vocabulaire. C'est magnifique. Mais on voit ce moment où Louis de Funès se dresse comme ça dans son lit et dit
Il en manque une. C'est vraiment, c'est trop beau. Et il y a aussi J'épouse le chien, je deviens reine. C'est toujours dans la folie des grandeurs. Quand voilà, il se rêve. Ouais. Yves Montand, Louis de Funès ou Gérard Houry, vous avez eu l'occasion de les interviewer déjà ? Non, Gérard Houry, oui. Gérard Houry, oui. Oui, Gérard Houry, pendant le tournage de La soif de l'or. Et c'était magique de reparler de ces grands moments parce que c'était en plus quelqu'un d'extrêmement généreux qui adorait parler, qui adorait raconter, qui en plus était acteur au début avant d'être metteur en scène. Donc fatalement un côté représentation et il racontait les tournages de ses films comme personne et ça faisait encore plus rêver que de les avoir vus, quoi. Donc, magique. La soif de l'or, c'est Christian Clavier. Oui. Christian Clavier qui confiait récemment qu'il ne regarde jamais ses films, jamais. Une fois qu'il les a tournés, il ne les revisionne pas. Vous avez des anecdotes comme ça de comédiens qui ne veulent pas se voir à l'écran, à l'image? Vous voyez tous qui c'est Grégory Gadebois. Grégory Gadebois qui a joué notamment dans J'accuse avec Jean Dujardin, qu'on voit dans énormément de films, une personne qui a une forte corpulence. Asbestas, évidemment, voilà, il joue, on le voit à peu près partout et en fait lui, il ne peut même pas s'entendre. C'est-à-dire que je l'ai reçu en émission et quand j'ai passé un bout de la bande-annonce, je me disais qu'est-ce qu'il fait en fait, il avait retiré le casque et il s'éloignait du micro et il se bouchait les oreilles avec les mains. Et je lui ai demandé après pourquoi il fait en fait je ne me regarde pas et je ne veux pas m'entendre. Jamais il se regarde, jamais il ne s'écoute parce qu'il ne se supporte pas. Alors pour moi, c'est un des meilleurs acteurs de sa génération aujourd'hui en France. Ça compense avec tous ces acteurs qui adorent se voir et qui adorent s'entendre et qui revoient leurs films beaucoup. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup comme ça quand même. C'est qui le plus mégalo pour vous, justement voilà. Là, ça balance. Là, on y va. Il est 15h56, on rend l'antenne dans 4 minutes avant de la donner à Philippe Liado. Donc je vous dis, on en profite. C'est qui le plus mégalo, Eva? Je sais pas, parce que quand ils sont en face de nous, ils sont prévenus, l'interview est prévue, donc ils vont pas se montrer mégalo. On est là, c'est sérieux. Donc on a, je dirais, la meilleure part, c'est-à-dire qu'on a les films, et quand on les rencontre, c'est pour du travail. Avec tout le respect que j'ai pour vous, à France Inter, on pratique pas la langue de bois normalement. Non, mais c'est pas de la langue de bois, mais je suis pas capable de vous dire un tel est mégalo. Moi, ce qui m'avait frappé brièvement quand j'avais couvert la musique, c'est que tous les grands artistes du classique étaient adorables et quelqu'un qui avait sorti 2 titres était odieux. Donc c'est pas souvent proportionnel à la réputation. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc non, j'ai pas d'exemple. Donc on n'aura pas de nom avec Eva pour l'instant. Mais je peux pas dire non plus. Non plus. Mais vous aimez les acteurs. Je crois qu'on n'est pas suffisamment dans leur intimité pour le savoir non plus. Si, c'est chic, mais le nombre d'acteurs qui n'ont même pas les DVD de leurs propres films, ça en revanche je l'ai remarqué souvent. Je dis vous avez ça bien sûr. Moi un jour Belmondo m'a même dit qu'il n'avait pas vu certains de ses films. C'est génial. On parlait. Alors moi j'ai une passion pour Dr Popol, qui est de Claude Chabrol, qui est un film impertinent, politiquement incorrect. Et je lui dis que c'est un de mes films préférés. Il me dit je l'ai pas vu celui-là. Comment ça? Il me dit non, parce que après je suis parti en Italie tourner un autre et puis ça s'est enchaîné puis finalement je l'ai pas vu et je lui ai montré Dr Popol chez moi. J'étais fier comme un bar tabac. Voilà. Comme disait Coluche. Lui montrer un film à lui chez moi qu'il n'avait pas vu, ça c'est quand même magique. C'est merveilleux. Et la personne que vous rêveriez d'interviewer mais que vous n'avez jamais réussi à avoir à votre micro, ce serait qui? Parce qu'il est mort ou parce qu'il a refusé? Non, même voilà. Pour l'occasion, on pourrait. Alors on va poser la question pour les deux, tiens. Parce que si c'est un regret, moi c'est Marlon Brando. J'aurais tout donné pour une interview avec Marlon Brando. Et alors je sais pas si c'est vrai, mais moi j'ai lu dans des ouvrages de cinéma qu'il arrêtait tous ses tournages à 16h pour aller chez le psy. Est-ce que c'est vrai ça? Alors ça, je suis pas sûr quand même que ce soit acceptable à Hollywood, même pour un enfant gâté et terrible comme lui. Ça, je suis pas certain. Parce que je trouvais ça dingue quand même. Excusez-moi, j'ai psy, on arrête tous les 16h. Il y a $2 millions là toutes les minutes, mais j'arrête. Eva, la personne que vous rêveriez d'avoir à votre micro, disparue ou encore de ce monde? Sans prétention aucune, c'est pas lié à moi, c'est lié à France Inter. Elle a tout fait. Beaucoup de très grands artistes, de Scorsese à Coppola et autres. C'est pas lié à ma personne, c'est lié à France Inter. C'est plutôt une personne disparue. J'aurais aimé interviewer Kubrick. Au point que j'étais allée une fois faire un reportage dans sa maison en Angleterre avec sa femme qui m'avait fait visiter toute sa maison, etc. Voilà. Donc oui. Donc il n'y a plus que lui, quoi. Tu as touché tout Kubrick sauf Kubrick. Je répète que c'est pas lié à moi. C'est France Inter. Il faut être très humble. On est aussi. Mais bien sûr. On est beaucoup ce qu'est le média
pour lequel on travaille. Évidemment. C'est vrai. Non, c'est sûr. Moi, j'en ai 2, donc il y en a une qui n'est plus de ce monde, donc ça ne se fera pas. C'est Jeanne Moreau, que j'admire en tant que comédienne énormément. Et puis par contre, celui peut-être ça arrivera s'il refait un film, je sais pas, Bertrand Blier, qui est un de mes réalisateurs et auteurs français préférés. J'ai vu tous ses films, et bon, là, je crois qu'il a pas un état de santé terrible, donc je sais pas si ça va pouvoir se faire, mais ouais, j'adorerais. Merci à vous trois d'avoir. C'est fini. Oui, c'est déjà. Il est déjà 16h. On va retrouver Philippe. Merci beaucoup. Alors Thierry Jousse n'a pas pu venir, mais on le salue à distance. Oui, on l'embrasse même. On l'embrasse. Mais un problème de taxi, c'est aussi con que ça. C'est un problème de taxi. Ça s'est joué à rien. Eva Bétan, on vous retrouve sur France Inter. C'était un honneur de vous avoir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. J'étais ravie d'être là. Isabelle, on remercie aussi Ségolène, Aluni. Oui, je file à l'antenne là dans une heure. J'ai l'équipe de Bernadette en studio. Allez hop, sur France Bleu. Et Vincent Perrault sur RTL. Sur RTL. Et allez jeter un petit coup d'œil à ma chaîne de cinéma Pop Cinoche. Vous devriez y trouver des choses que vous aimez. C'est l'hashtag parce qu'on aime le cinéma. Ça veut tout dire, non? Ça veut tout dire. Voilà. Et tu as bien fait de le souligner. Sur tous les réseaux sociaux. Nous irons. On va se faire disputer. On a 1 minute de retard. Isabelle, je te dis à lundi. À lundi 6h. À lundi 6h, 10h sur M Radio. Et ce qui est rigolo, c'est ça qui est formidable justement avec aussi ce rendez-vous, c'est qu'on est là pour la bonne cause, pour les Restos du Cœur, pour financer des camions frigorifiques qui vont d'un point A à un point B. Mais c'est aussi la grande famille de la radio avec des copains qui aiment leur boulot, qui aiment vous réveiller. Et il y a Philippe Cadeau qui arrive, qui est un mec génial, qui a une voix formidable. Alors je le dis tout de suite d'entrée de jeu, Philippe ne fait pas que de la radio, il fait aussi des voix off, des voix antennes. Il a un grain de voix incroyable et c'est justement tout ce dont il sera question dans son émission avec ses invités. Je l'embrasse très fort, ainsi que sa camarade de jeu. C'est samedi sur Nostalgie, tous les jours du lundi au vendredi, 6h, 9h30. J'ai pas dit 9h. Ouais, vous couchez. C'est bien déjà. Allez, on vous embrasse. Merci à tous. Gros merci bisous. de l'accueil. Ciao, à l'année prochaine. Bisous. Vive les Restos du Cœur. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi.